Et c'est très difficile de débattre avec quelqu'un qui n'a pas d'objet réel dans son débat à part, tu sais, la pure puissance argumentative, tu sais, de son discours. Parce que n'ayant pas d'objet réel hors de lui, il n'y a rien qui résiste à son discours. Qu'un corps qui est lancé dans le vide, s'il va vite, il va aller vite. Il n'y a rien qui va le ralentir. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. J'interromps la programmation quelques instants pour vous annoncer une très bonne nouvelle. On s'associe désormais, le balado Il reste du monde, à NordVPN. Ce sont eux qui commanditent l'épisode d'aujourd'hui. C'est quoi ça, NordVPN? Commençons avec le début. L'Internet est au cœur de nos vies, hein, et j'allais dire le Wi-Fi également, parce que quand on est à l'extérieur de chez nous, on cherche des Wi-Fi au café, à l'aéroport, dans un restaurant. Quand on le trouve, on est content, on l'a trouvé, mais est-ce que ça nous permet de naviguer de façon sécuritaire pour autant? NordVPN est là pour vous parce que NordVPN protège vos données. Ça vous permet également de voyager et de pouvoir continuer de regarder le contenu qui est localisé au Québec, hein. Ça nous est tous déjà arrivé d'être dans le sud. C'est le jour de l'an, c'est Noël. On veut regarder le bye-bye, puis hein, c'est bloqué. NordVPN vous permet donc de protéger vos données, de ne pas vous les faire voler, et ça vous permet donc de déplacer la localisation de vos appareils. C'est disponible sur tous les appareils, c'est important de le préciser, tablettes, téléphone cellulaire, ordinateur, télévision intelligente. Vous allez avoir la même connexion, là, c'est la même vitesse. Comment ça marche? Vous allez dans la description, pesez sur le lien, et ça vous permet, si vous cliquez sur ce lien-là, d'avoir droit à 4 mois gratuits. Vous pouvez connecter 10 de vos appareils avec cet abonnement-là. Ça, c'est les appareils de toute la famille. Sinon, vous prenez 1 mois, vous payez, et si vous n'êtes pas satisfait, il vous rembourse. Allez, bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, je porte une chemise de lin parce que c'est un acte de résistance contre l'hiver. On va parler justement de résistance aujourd'hui puisqu'on va reparler de fascisme. On a reçu, vous le savez, vous vous en rappelez, il y a quelques semaines, Jonathan Durand-Folco. On a également reçu Alexandre Dumas. Je fais le pari aujourd'hui de ne pas tomber dans la redite. Je pense que c'est un sujet grave, c'est un mot grave. Marc Fortier, bonjour. Bonjour. Je vous reçois à titre d'auteur de ce livre-là, que je présente ici à la caméra, Devenir fasciste, ma thérapie de conversion. C'est publié chez Lux. Vous êtes essayiste, vous êtes éditeur chez Lux. Oui. Est-ce que la présentation est juste? Oui, tout à fait. Je suis un des membres de l'équipe éditoriale de Lux. Donc, c'est pas un livre édité à compte d'auteur. J'ai eu une éditrice qui a travaillé avec moi. Oui, que vous remerciez d'ailleurs à la fin. C'est une maison d'édition plutôt classée à gauche. Est-ce que c'est inexact de dire ça comme ça? Absolument pas. C'est une maison d'édition qui a, je dirais, 2 grandes veines. Une qui est l'histoire culturelle et politique des Amériques, et dont une partie, c'est l'histoire nationale du Québec. Et donc, on publie beaucoup de livres sur l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Amérique latine, et cetera, et cetera. Et une dimension qui est critique. Donc, on publie des essais de gauche, mais on a une gauche que je me plais à dire un peu en riant œcuménique, c'est-à-dire que on n'a pas une ligne éditoriale de gauche fixe. On publie toutes sortes de voix qui ne sont pas nécessairement en accord sur ce qu'ils entendent par la gauche à l'intérieur de notre catalogue. Donc, notre catalogue fait dialoguer entre elles toutes sortes de personnes, toutes sortes de personnalités, toutes sortes d'idées, mais de gauche, oui. Voilà. On va parler du livre, là. C'est sûr que c'est le cœur de la rencontre, mais avant toute chose, puisque vous ouvrez la porte, le milieu de l'édition, moi, je suis entouré de gens de toutes sortes d'origines sur le plan idéologique, mais il y a des gens notamment qui sont plutôt classés à droite. Des fois, ils disent c'est difficile, il n'y a pas de maison d'édition qui est comme la maison de ces gens-là. Est-ce que le milieu de l'édition est plus à gauche, plus à droite? Comment vous voyez ça, vous? Prenons Ben, les essais.
Les essais, ben, je pense qu'il y a vraiment il y en a pour tous les goûts, là, au Québec. Il y a des maisons d'édition généralistes qui ont absolument aucune ligne éditoriale, une politique. Je veux dire, chaque maison d'édition a une ligne éditoriale, c'est sûr, là, mais une ligne politique claire. Chez Boréal, il y a des auteurs de droite, des auteurs de gauche, par exemple. Il y a des maisons d'édition de gauche, il y a des maisons d'édition féministes, donc ou écologistes, comme Éco-Société, par exemple, et de gauche, qui ont une ligne assez claire. Mais des maisons d'édition de droite, puisque vous dites, Lux est une maison d'édition de gauche. Est-ce qu'il y a une maison Au d'édition de Québec, est-ce qu'il y a une droite? maison d'édition de droite-droite? C'est une bonne question. Vite comme ça, ben, il y a Libert qui a un peu pris cette ligne-là depuis quelques années. Je ne sais pas si c'est assumé ou explicité. En France, il y en a plein. Je veux dire, Bolloré Oui. a racheté En France, oui. la moitié des Oui, oui, éditeurs, là, donc avec une claire intention de donner une orientation de bien droite à sûr. ces maisons-là. Donc, dans la francophonie, il y a Ah non, des... moi, je parlais du Québec, Du évidemment. Québec, oui, oui. Mais bon, ça va quand même un peu ensemble. Sur le plan éditorial, c'est-à-dire maintenant les livres circulent des deux côtés Mhm. de Mhm. l'océan. Mais au Québec, une maison d'édition qui serait, admettons, de droite conservatrice claire, non, je pense pas qu'il y ait ça. OK. Devenir fasciste, donc, ma thérapie de conversion, c'est un essai, est-ce qu'on peut dire satirique? Oui, Ouais, il faut bon, le oui. dire parce qu'évidemment, assez rapidement, on comprend que vous ne vous êtes pas converti au fascisme. Vous vous mettez à la place d'un être humain qui vit aujourd'hui. Ça a été publié l'année passée, mais bon, ça peut très bien se produire en 2026, qui choisirait finalement, devant la simplicité que ça pourrait procurer soudainement, de devenir fasciste. C'est quoi d'abord le fascisme? On est un petit peu obligé de commencer comme ça parce que il y a des gens qui nous écoutent qui savent très bien de quoi il s'agit, mais qui peuvent même pas s'imaginer qu'on en parle encore aujourd'hui. Mais avant de répondre à votre question qui commence par d'abord, je vais commencer par parler peut-être du style du livre que vous avez Oui, évoqué, bien sûr. satirique. J'ai comme pris le pari, en juin. L'idée du livre m'est venue comme je le répète souvent, en juin 2024, au moment où, Macron a déclenché les législatives en France, et que là, on a vu que, les partis, Marine Le Pen, Éric Zemmour étaient quand même surtout Le Pen en montée, et que, le Parti démocrate s'accrochait à la candidature de Joe Biden m'apparaissait être ce qui m'apparaissait être une catastrophe. Donc, j'ai vraiment eu le sentiment que Donald Trump allait être réélu et qu'il allait avoir une sorte de raidissement politique, une sorte d'accélération de l'histoire de ce côté-là du champ politique. Et j'ai eu l'intuition ou l'idée d'écrire un essai satirique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un exercice de style qui est assez intéressant, qui permet l'ironie permet de penser contre soi-même. Tu sais, ça permet de jouer sur les deux côtés du tableau en même temps. Donc, la prémisse du livre, c'est de dire les partis d'extrême droite, on verra comment on les appellera, c'est le deuxième volet de votre question, ont comme cible politique les personnes, ce que Sarah Knafo en France appelle l'élite du diplôme, mais on retrouve exactement la même idée partout, chez tous les intellectuels autour du Parti républicain aux États-Unis, en Hongrie, dans toutes les forces d'extrême droite tiennent ce discours-là, c'est-à-dire que il faut s'en prendre absolument aux institutions qui sont contrôlées par l'élite du diplôme libéral, de gauche, peu importe comment on l'appelle, là, ça peut être woke, il y a toutes sortes de noms. Donc, c'est les médias publics, les universités, le monde de la culture. Et donc, c'est à peu près le milieu dans lequel moi, comme personne, je navigue. Donc, je commence le livre en C'est un disant, peu la ben, cible. ouais, voilà, on est la cible, hein? Et il s'en cache pas. Et puis, ça peut aller on est la cible parce qu'on va faire des petites réformes qui sont tout à fait légales, c'est-à-dire couper des subventions, ça serait dans les formes, mais on est dans la cible aussi dans des discours qui sont autrement plus violents. Ça prend pas de temps pour tomber dessus. Et je suis parti de la prémisse de dire, ben, les gens de mon groupe social qui sont la cible, ben, ils sont quand même un peu mous du genou et pas nécessairement disposés vraiment à se battre en bataille rangée pour défendre ces institutions-là. Et
peut-être aussi qu'il y a eu, et c'est une question que je me pose, une sorte de renonciation lente ou tranquille ou inconsciente depuis une trentaine d'années à la défense générale de l'enracinement social de la démocratie, c'est-à-dire l'ensemble des institutions qui rendent la démocratie, qui ont rendu la démocratie forte dans les 80 dernières années. Ça, c'est un peu la prémisse. Donc, je me dis, je suis cuit. Et je ne vais pas mourir, tu sais, pour des personnes qui ne veulent pas se battre. Donc, je me convertis. Et je mets en C'est scène, Welbeckien un peu, là. ouais, je mets en scène, au fond, c'est une façon de dire, ben, l'extrême droite, ou je vais dire ça autrement, l'affaissement ou l'affaiblissement de la démocratie, c'est toujours une défaite par abandon. Hein. Et c'est de l'intérieur que ça s'effondre. Et que par apathie ou indifférence, c'est un peu la prémisse du livre. Et en l'écrivant avec une touche un peu humoristique, mais là, je reviens à ce que je disais, c'est l'exercice de style, l'exercice littéraire. Moi, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup la langue française. Je trouve que c'est une façon d'attirer un large public vers ces réflexions-là qui, autrement, pourraient être un petit peu rebutantes. Et une façon de penser contre soi-même aussi, parce qu'en se disant « je deviens fasciste », j'essaie de voir un peu comment, dans le fond, l'adversaire nous perçoit. Hein? Et il y a toujours, dans un conflit, il y a des vérités qui sont... Dans la critique, il y a toujours quand même une part de vérité. Donc, ce jeu de miroir-là m'apparaissait intéressant. Votre question, Oui. importante. Au sujet de la définition d'un mot qui se retrouve quand même sur la couverture, Oui. le mot en F. Ouais. En fait, je devrais même pas dire le mot en F parce que le mot en N, on le nomme pas. Mais le mot en F, on le nomme beaucoup, de plus en plus. C'est le mot fasciste. Je suis quand même assez exigeant Ouais. au niveau de la définition. Je vous avertis tout de suite parce que c'est un mot grave. Donc, j'ai entendu toutes sortes de gens le dire, ben, le fascisme, d'aujourd'hui, c'est le fascisme sans le fascisme. Tu fais, wow, là, tu réussiras pas à aller là, mon cher. Le fascisme, il doit y avoir une définition et il doit être, me semble-t-il, fidèle à celle que le mot a déjà contenue. Quelle est la vôtre? OK. Donc, il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, j'aurais pu dire devenir un capitaliste autoritaire puis faire un livre sur les technologies. Devenir fasciste, c'était une façon stylistique. Là, là, je ne veux pas trouver une manière habile ou ratoureuse de justifier le terme, mais ça fait quand même partie de l'exercice de satirique, de pousser les choses jusqu'au bout, donc d'assumer le caractère hyperbolique de l'expression. Mais dans le livre, je prends quand même quelques pages pour essayer justement d'affronter cette question-là, qui est une question assez importante. Et je dirais qu'il y a comme deux grandes positions sur la définition du fascisme, parce que c'est un débat qui existe à Oui, bien l'intérieur sûr. de l'historiographie, de la philosophie politique. Bon, il y a deux grandes positions, c'est assez simple. Il y a une position historique, qui est de dire le fascisme, au fond, c'est le fascisme historique. C'est les groupes qui se sont autodésignés comme tels, et c'est les forces politiques qui ont fait des révolutions fascistes dans les années 20 et les années 30. Donc, en gros, c'est Mussolini l'idéal type. On pourrait mettre Hitler là-dedans, mais encore là, même, il y a des personnes qui vont, non sans raison, qui vont dire le nazisme, c'est quand même autre, c'est déjà une révolution nihiliste beaucoup plus violente que le fascisme italien. Mais admettons qu'on ratisse large, on va dire c'est l'Allemagne, l'Italie, Franco, ces personnages-là qui ont sévi. Donc, il faut avoir un mouvement paramilitaire organisé qui qui se fait donner parce qu'ils gagnent jamais les élections. Eux, ils n'ont pas gagné les élections, ils se sont fait donner le pouvoir. Ils se sont fait donner le pouvoir, qui ont détruit la démocratie en un temps assez rapide en Allemagne, un petit peu plus lent en Italie. Et c'est statocentré. Tu sais, il y a un certain nombre de critères. Ça, c'est l'école historique. Alors, de ce point de vue-là, c'est par exemple le point de vue d'un grand historien du fascisme très brillant, très intéressant, qui s'appelle Emilio Gentile, qui est un Italien. Pour lui, par exemple, c'est un cas classique de cette prise de position-là. Il n'y a pas de fascisme après 1945. Tu sais, c'est le terme est réservé à cette... Il pourrait y en avoir, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, c'est C'est ça. Il faudrait vraiment que ça soit... Remplir les critères que vous venez de Ouais, décrire. c'est ça. Ouais. Il faudrait qu'ils viennent avec l'uniforme. Mais quoi que là, cette semaine, il y a des policiers du AS qui commencent à s'habiller en Gestapo, mais bon, mais il faudrait que ça soit plus que, Ouais, bon. ça soit plus que, disons, un costume d'Halloween sinistre. Et l'autre position, que je pourrais appeler de conceptuelle, va dire, ben, le fascisme, c'est une notion.
Un peu comme le totalitarisme, par exemple, chez Hannah Arendt. Je ne veux pas devenir trop Non, non, c'est correct. barbant. On a des auditeurs quand même assez renseignés. Et donc, qui vont dire, comme Primo Levi, chaque époque va inventer son fascisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas juste avoir un certain nombre de critères, de signes extérieurs, espérer une répétition du même pour pouvoir déclarer qu'on est face à du fascisme. Là, évidemment, ça pose toutes sortes de questions parce que si on se dit c'est du fascisme, ça ne sera pas la copie carbone de ce qui s'est passé dans les années 30, là, ça devient un exercice d'interprétation qui peut. Ben, c'est-à-dire que la première. Moi, je suis d'accord. Là, si on peut pas dire, on ne peut pas utiliser ce mot-là parce qu'il ne remplit pas 100% des C'est critères ça. qui ont par ailleurs un jour défini ça. Mais c'est quoi les critères essentiels? C'est ça. Donc, Il doit y en avoir. c'est ça. Ce qui est particulier avec, la question du fascisme. Mais juste pour finir avec la deuxième position, je vais aller très, très vite. Au fond, c'est un peu un exercice qui revient, qui ressemble un peu à ce qu'Hannah Arendt essayait de faire avec le totalitarisme, qui est aussi une notion difficile à définir et très contestée en sciences politiques. Mais pour elle, ce qu'elle essayait de viser, c'était de dire ben, la structure politique du monde moderne, avec sa conception de la liberté, des droits de la personne, puis de la liberté, de l'exercice de la liberté, a une forme pathologique, une manière de se dégrader. Chaque régime, donc, a une façon de mourir. Puis elle a dit, le totalitarisme, c'est la menace permanente qui pèse sur le monde moderne. C'est sa maladie politique. Et donc, je pense que ceux qui essaient d'avoir une conception plus conceptuelle du fascisme, c'est un peu leur approche. C'est de dire, quand la démocratie libérale s'effondre, puis que c'est propre, que l'État fondé sur la règle de droit, la séparation des pouvoirs, le respect, le complexe d'institutions qui permettent l'exercice de la liberté de tous et chacun, se dégrade et tendent vers une sorte d'exercice, une forme d'autoritarisme. Mais on assiste probablement à la résurgence du fascisme ou d'un néo-fascisme, parce qu'évidemment, ça ne sera pas la même définition. Et là, le problème qu'on a avec le fascisme, c'est que c'est comme le contraire, je dirais, du marxisme-léninisme ou des théories. C'est que la gauche, au 20e siècle, elle a eu tendance à se réduire par une sorte d'excès de théorisation politique. Elle est comme excessive. Quand elle devient fanatique, elle est ou stalinienne, admettons. On va prendre un cas qui pose pas qui n'est pas équivoque. Elle devient excessivement théorique. Elle invente une sorte de... Alors que le fascisme est une philosophie politique absolument informe. Il y a un super beau texte de Mussolini où est-ce qu'il dit... il dit qu'est-ce que nous sommes nous sommes les relativistes les plus radicaux. Moi, je peux être ce que je veux. Je peux être syndicaliste le lundi, je peux être pour le patron le mardi, je suis exactement ce que je fais et je fais ce que je veux. Ça peut changer. Donc, c'est très difficile. Paxton l'explique très bien dans un texte qui s'appelle Le fascisme en action. Il dit que c'est essentiellement une doctrine autoritaire qui est centrée sur l'acte. Et donc, effectivement, c'est assez difficile d'avoir une définition. Et d'ailleurs, tous les livres sur l'extrême droite ou l'extrême droite radicale, le fascisme quand même plus que l'extrême. Mais votre définition, ça serait quoi? Donc, moi, dans le livre, évidemment, je fais pas un exercice de définition formelle parce que je trouve que c'est un peu impossible de le faire. J'utilise le terme d'abord de manière un peu hyperbolique pour recouvrir... Pour vendre des livres. Oui, exactement. C'est du racolage commercial. Non, non. J'utilise le terme sur la page couverture de manière assez hyperbolique pour recouvrir toute la pulsion autoritaire qui frappe l'Occident, puis je dirais même toutes les démocraties libérales du monde. Il y a comme une poussée autoritaire qui est quand même assez manifeste, assez visible. C'est un phénomène. Et donc, évidemment, jusqu'où ça va, c'est pas clair.
Est-ce que ça va être juste modérément Ouais. autoritaire avec un pouvoir exécutif? Et là, ça ne serait pas du fascisme. Et donc, moi, Mais vous le dites quand même parce que c'est on ça, dit. je finis avec Gentile en disant, ben, dans le fond, Gentile, parce que j'utilise l'expression du fascisme sans fascisme, Oui, mais c'est pour rebondir sur la position de oui, Gentile oui, j'avais saisi, ouais. qui lui dit il n'y a pas de fascisme parce que le fascisme, c'est vraiment statocentré avec une volonté de l'État qui prend le contrôle de l'économie, etc. Bon. Mais il dit on est quand même en train de vivre dans une démocratie sans démocratie. Et moi, je pense que ça contribue à une dynamique autoritaire qui a un caractère fasciste. Après ça, Mais qui est fasciste, par exemple, dans le monde? Les gens nous écoutent, là, puis OK. ils veulent savoir, mettons, de qui est question. Mais le vrai fascisme, le vrai fascisme, ce serait une violence d'État. On va s'entendre là-dessus. Ça serait une instrumentalisation du pouvoir de l'État qui utiliserait de manière systématique la violence. Il n'y a aucun État en Occident qui est fasciste en ce moment, pour répondre à votre question. La plupart des partis d'extrême, on va prendre un cas, par exemple, de quelqu'un qui a eu Mélanie en Italie, dont le parti est une pure émanation. C'est né après la Deuxième Guerre mondiale. C'est des Mussolini, des partisans de Mussolini qui ont fondé un nouveau parti. Elle a eu dans sa jeunesse des saillies symboliques ouvertement fascistes, mais on ne peut pas dire qu'elle gouverne comme une fasciste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas détruit l'État de droit, elle n'a pas détruit. Bon. Donc, c'est un gouvernement d'extrême droite. Elle, c'est à la tête d'un parti d'extrême droite qui gouverne pour l'instant comme un gouvernement conservateur dur, mais conservateur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est, puis là, je ne veux pas que ça ait l'air d'une entourloupette parce que c'est une réelle inquiétude, c'est une dynamique sociologique fascisante. C'est comme ça que je pourrais le dire. Vous vous inquiétez de voir des ingrédients de quelque chose qui pourrait être beaucoup plus grave. Ouais. Donc, vous êtes une sorte d'éclaireur, puis pas juste vous, il y a plein de gens qui Mais ouais, assument, pense-t-il, cette responsabilité-là. moi, je m'inquiète. Tu sais, la boutade que j'utilise, c'est de dire je m'inquiète beaucoup plus du bruit des pantoufles que du bruit des bottes. Fait que pour moi, c'est un horizon. Je trouve qu'il y a une dynamique sociopolitique, historique en ce moment Le qui, bruit des pantoufles, c'est le bruit des des- pieds de ceux qui qui font sont rien, insouciants. qui Donc, sont insouciants et qui vont toujours trouver des excuses pour dire il n'y a rien de grave qui se passe. Il n'y a rien qui est en train de menacer vraiment les libertés, la culture démocratique dans nos sociétés. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, j'ai décidé d'appeler... Mais je le dis dans le livre, le mot est complètement imparfait. Donc, j'arrive... Tu sais, je ne veux pas donner... non, mais je comprends, mais de toute façon, regardez, le Et, titre, et c'est. je, et je prends l'exemple de Paxton aussi. Excusez-moi, je procède par exemple au lieu de procéder par définition, mais je trouve ça plus intéressant. L'historien Robert Paxton, Ouais. historien américain, spécialiste du régime de Vichy, qui lui a refusé d'appeler le premier Donald Trump de l'étiqueter comme fasciste, a dit après l'assaut du Capitole, a dit ah non mais là il se passe quelque chose aux États-Unis qui commence à ressembler aux fascistes, donc je suis prêt à dire que le mouvement MAGA est un mouvement qui a des caractéristiques du fascisme. Mais il rajoute, puis là je suis vraiment d'accord avec lui, c'est que ça change absolument rien de l'étiqueter comme ça. C'est-à-dire que en 1994 démasquer quelqu'un en disant mais là vous êtes vraiment calé dans un discours d'extrême droite radicale, ça le disqualifiait. Mais aujourd'hui, dans la situation politique, pour les raisons que je viens de nommer, la dynamique socio-historique, on peut bien coller des étiquettes qu'on veut, ça ne sera pas suffisant. On va pas... je veux dire, on a vu Trump là, avec Mamdani dire « Appelez-moi fasciste si vous voulez, tout le monde Ouais. m'appelle comme ça ». Ça va pas... il est Mais pas là. pensez-vous d'ailleurs que c'est parce que l'étiquette a été peut-être collée dans le dos de gens qui ne l'étaient pas? Donc, ça a fait son œuvre, cette pratique-là. Si on utilise beaucoup trop un mot, n'importe lequel, Euh, le mot perd de son sens. non, moi, je pense que c'est parce que le rapport de force politique a changé. Pour vrai. Mais c'est vrai que par ailleurs, le mot fasciste est utilisé comme un anathème. Je veux dire, Comme le mot woke, là, en oui, oui, passant. exactement. Ça, c'est utilisé largement pour s'envoyer de la boîte. On s'en met là. C'est pas de ça dont on parle, nous deux, en ce moment. Là. Cet usage-là ne m'intéresse pas vraiment. Traiter tout un chacun. Je le dis dans le livre en riant. Là. Oui, oui, bien J'ai fait sûr. la liste. Tout le monde qui a eu un peu d'importance politique puis un peu d'autorité politique a été traité de fasciste dans les 80 dernières années. Là. Je veux dire, René De Lévesque, Gaulle. De Gaulle, tout le monde Ouais. est passé par là. De Gaulle,
pas juste par ses adversaires, même par sa garde rapprochée. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. Donc, c'est un terme qui est imparfait. Je pense que, si je suis vraiment honnête avec vous, euh, je pense que la situation politique qu'on vit aujourd'hui, ça, je ne le cite pas dans mon livre, mais c'est un essai d'Hannah Arendt que j'aime beaucoup qui s'appelle Compréhension et politique, qui m'a amené à cette réflexion-là. C'est que la situation politique est en marche, en mouvement. Son sens historique clair, on n'a pas de mots pour le nommer encore aujourd'hui. Et donc, on est un peu pris avec le langage de l'ancien temps pour le qualifier. Donc, je trouve que fascisme, quand même, comme horizon, pour qualifier la dynamique autoritaire que prend la politique aujourd'hui, c'est pas un terme illégitime. Mais il ne faut quand même pas non plus déconner. Il n'y a pas de régime fasciste. Non, puis il faut prendre le temps aussi d'en parler. C'est Oui, pour ça qu'on a pris 20 minutes pour le faire. Là. C'est important Ensuite, on sait à qui on parle. Parce que moi, j'ai entendu des gens, je me suis assis avec des gens qui ne considéraient pas important l'exercice de définir ce mot-là. Ils voulaient qu'on passe à autre chose assez rapidement. Ben moi, je regrette, mais c'est moins intelligent une conversation qui se déroule comme non, ça. c'est ça. C'est un terme ambigu. J'en conviens. D'ailleurs, je prends le temps de l'expliquer dans le livre pour ça. Si on prend les États-Unis, par exemple, on pourra sûrement y revenir, mais si on regarde la constellation d'intellectuels, admettons, qui tournent autour du Parti républicain aujourd'hui, il y a toutes sortes de mondes. Tu sais, Donald Trump, c'est comme un aimant qui attire toutes sortes de personnes qui, d'ailleurs, souvent le trouvent complètement vulgaire et insignifiant, mais qui se rallie à lui parce qu'il y a comme une puissance, il exerce une sorte d'influence sur l'opinion publique et gagne, dans le fond. Et il y a des nationalistes conservateurs, il y a des post-libéraux chrétiens, catholiques même, c'est assez étonnant aux États-Unis parce que le catholicisme n'a pas toujours eu bonne presse. Il y a des conservateurs plus théoriques, puis il y a comme en arrière-fond des vrais nazillons, là. Tu sais, la droite dure, 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 suprémaciste blanc, raciste. Puis ces gens-là se fréquentent, puis ils s'échangent, se croisent dans des congrès. Et donc, il y a comme un filon, tu sais, de personnes autoritaires, violentes, qui ont aucun racistes, qui ont aucune honte à se référer à ce qu'il y a de pire dans l'histoire du 20e siècle. Ils existent, ces gens-là. Puis ils sont dans les mêmes congrès, les mêmes colloques, mais les autres, euh, qui sont, par exemple, les post-libéraux ou les catholiques ou les nationaux conservateurs, ne sont pas nécessairement aussi durs. Non, mais c'est un peu le piège du bipartisme. Je ne suis pas mal sûr qu'il y a des communistes qui ont voté pour Kamala Harris aux dernières élections. Par exemple, il ne doit pas y avoir beaucoup de communistes aux États-Unis Mais il doit en aujourd'hui. rester quand même une couple. Un pays de 400 millions d'habitants. Mais c'est ça, c'est des coalitions. Là. Ouais. On ne peut pas prendre le pouvoir dans un pays Non. aussi vaste que les États-Unis sans rassembler autant de monde. Mais la dynamique américaine est assez particulière, par exemple, en ce moment. Comment c'est arrivé? Donc, dans votre livre, d'ailleurs, je le précise, vous ne parlez jamais du Québec. Donc, c'est Non. pas mentionné. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène, je vous laisserai le préciser, mais c'est peut-être un phénomène qui ne concerne pas le Québec ou pas encore le Québec. Vous nous amenez en Europe, vous nous amenez loin dans le temps, principalement au 20e siècle. Ça a commencé quand, ça? Cette espèce d'époque fascisante, néo-fasciste ou fasciste? C'est une bonne question. C'est vrai que je ne parle pas du Québec. La question m'a été posée en France. Le livre est sorti en France. Il connaît d'ailleurs un certain étonnant succès en France. Et ça m'a été posé comme question par un journaliste. Mais parce que je ne pense pas qu'au Québec, on en est là. Il y a du monde d'extrême droite, c'est sûr, individuellement, mais sur le plan des rapports politiques, je pense pas qu'on en est là. T'sais. Je me suis fait poser la question, est-ce qu'il y a un parti d'extrême droite au Québec? Mais j'ai répondu non. Je vois pas ça. Je sais que Jonathan Durand-Folco s'est fait une sorte de gradient. Dans son livre, il y a les stades du fascisme, 1, 2, Oui, 3, 4, oui, 5, ouais, une sorte de ouais. thermomètre. Mais moi, je n'ai pas pris la mesure de ça. Je pense que ça s'observe plus massivement en Inde, en Hongrie, en Pologne, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Bon.
Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas assez réfléchi pour avoir une réponse claire. Un peu au Canada, il y a quand même tu sais, dans le Parti conservateur canadien, il y a une bonne base trumpiste là, qui est assez forte. Là. Mhm. Tu sais, Jason Kenney, là, il est sorti d'un congrès du Parti conservateur en disant que ce parti est rendu un asile de fous il y a quelques années. Là. Ah, si Jason l'a dit. Mais c'est-à-dire que lui, on peut pas le suspecter d'être un gauchiste Non, c'est exact, qui c'est exact. hallucine des radicaux partout. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Et donc? donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est moi, c'est un peu une des lignes de fond de mon livre, c'est de dire, en gros, historiquement, quoique ça change aujourd'hui, mais l'extrême droite, on lui gagne jamais vraiment, arrive jamais à prendre le pouvoir. Elle s'est fait donner tu sais, par une série de circonstances. Souvent, à un moment donné, des patrons désespérés vont nommer Hitler au pouvoir parce qu'ils pensent que ça va leur éviter le Parti socialiste ou des trucs comme ça, puis, etc., etc. Et donc, c'est un peu le phénomène qu'en Allemagne, on avait appelé la République sans républicain. C'est un évidement par l'intérieur de la démocratie. Quand la démocratie est réduite à un pur rituel électif de sélection des chefs, mais là, ça n'a plus vraiment d'enracinement profond dans les mœurs de la société. Puis un arbre qui n'a pas de racines, à la première bourrasque, ça tombe. Hein, pour prendre une image, c'est un peu ça la thèse, c'est une des thèses du livre. Et c'est de dire, et d'ailleurs, c'est une des thèses du livre, c'est de dire, vous pouvez bien passer votre vie à dire, regardez les grands méchants, les brutes qu'on a devant nous. Il faut que vous posiez des questions sur pourquoi ces abrutis-là, parce que les gens qui détestent l'extrême droite les qualifient souvent d'abrutis. Ben, si vous vous faites battre par des abrutis, c'est parce que vous ne devez plus être fort, fort, fort. Et là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, les démocrates doivent faire un examen de conscience. Euh, j'ai un chapitre sur le langage que j'aime Oui, beaucoup. on va en parler tantôt. Et donc, où, ben, si on en parle tantôt, je n'entrerai pas dans les détails, mais où je dis, ben, on peut bien dénoncer la rhétorique d'extrême droite, sa construction langagière qui est souvent complètement défectueuse, mais la destruction du langage, c'est pas une invention de Donald Trump. On la voit un peu partout dans la Ça avait société. commencé avant lui. Ça avait commencé avant lui. Et donc, les fascistes ou l'extrême droite, on va donner le fascisme, on va dire la droite autoritaire. Tiens, inventons un mot pour la droite autoritaire offre, selon moi, des mauvaises réponses à des questions qui ont été délaissées probablement. Ou en tout cas, des questions au moins pour lesquelles les réponses que Qui les, les a délaissés? mais je commence mon livre avec une phrase que je me souviens plus où je suis tombé sur cette phrase-là, mais dans mes nombreuses lectures sur l'effondrement de la démocratie en Allemagne. Donc, c'est un témoignage de quelqu'un qui réfléchit in situ pendant que ça se passe. Où je dis au début, parce qu'en Allemagne, il y a des mystères, tous les livres commencent de même. Comment une société aussi cultivée, aussi riche a pu virer dans une telle brutalité. On n'est pas du tout dans un cas de figure comme l'Allemagne. Là. C'est assez particulier, là. C'est assez archaïque, en fait, la Mhm. violence des nazis. Et donc, je me souviens d'avoir lu quelqu'un un jour qui dit, mais c'est parce que l'Allemagne, effectivement, avait les écoles, avait les universités, avait une économie qui était comme... La crise avait frappé en 1929, mais c'était quand même une économie assez robuste par rapport à... Et avait toutes les réponses aux problèmes auxquels elle était confrontée, mais les réponses ne servent à rien à ceux qui ont oublié les questions. Et moi, je pense qu'il y a eu dans notre société pour toutes sortes de raisons, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, un oubli des finalités de nos institutions. Qu'on a des débats de gestionnaires puis de technocrates sur chacune de nos institutions. Les deux grandes fonctions de l'État québécois, c'est l'éducation, la santé, c'est 65 du budget. Mais c'est quoi la finalité du système d'éducation? Il y a à peu près personne qui se pose cette question-là. On ne sait plus à quoi ça sert. On a une grosse machine. Je pense que les gens qui travaillent dedans, les enseignants, les enseignantes, ont quand même encore une idée de c'est quoi la vocation de cette Mais il n'y a institution-là. pas de direction claire. Il n'y a pas une idée. Vous travaillez sur la Révolution tranquille, vous m'avez dit, Ouais. mais ça a quand même été une période sur la question de l'éducation. Il y a eu La commission parents, la commission parents, il y a eu une adhésion, une idée. Je ne suis pas un idéaliste au point de penser que les sociétés sont toujours transparentes. Il y a toujours des tensions. Ça devait être
personne ne devait vraiment comprendre où ça s'en allait en 1962, quand le ministère de l'Éducation, 62-63, je ne me souviens plus, le ministère de l'Éducation a été fondé. Mais il y a une orientation. La société se donne des finalités, définit l'éducation nationale. Puis Mais j'insiste là-dessus, c'est et qui a oublié? Est-ce que c'est un oubli collectif? Ou est-ce ben, qu'il y a des gens qui étaient au pouvoir et il faudrait alors les nommer et ils ont oublié et ensuite arrivent des gens qui, avec des mauvaises réponses, vous dites, proposent quelque chose d'autre? Parce que si on veut comprendre le phénomène, il faut bien nommer les acteurs. ah oui. Donc, moi, je pense que c'est toute l'élite du pouvoir en Occident qui a oublié ça, là. Dans les années 80, 90, après la chute du mur de Berlin, ça avait commencé sous Ronald Reagan. Donc, il y a eu un tournant que nous, à gauche, on appelle néolibéral, qui a été largement, je veux dire ça, je l'explique un peu dans mon livre, je veux dire, tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait de gauche à embarquer dans ce bateau-là. Tu sais, la gauche dans les années 90, c'était Tony Blair, c'était Bill Clinton. C'est toutes des personnes qui ont appliqué une politique économique de droite, conservatrice économique, et qui ont adhéré, tu sais, à une sorte d'idée monomaniaque, ce qui, pour le sociologue que je suis, c'est une abstraction monumentale, à savoir que le système de la concurrence universelle de toutes pourrait réguler les rapports sociaux puis ordonner la société. Et là, c'est devenu, après ça, vous êtes sociologue, j'ai de la misère tu sais, si j'avais été premier ministre du Québec en 1998, je sais, tu sais, je veux dire, il y a quand tout l'univers au complet s'en va dans une direction, on peut bien, même si on se pense que c'est une mauvaise direction, tu sais, il y a des limites à ce qu'on peut Oui, faire, tu sais, parce qu'il faut emprunter de l'argent sur une. Tu sais, je suis pas naïf non plus, là. Mais s'il s'agit de faire, de faire le bilan, ben, il faut, tu sais, on a compris l'université, on a réinterprété l'université sous un mode purement technocratique. On a créé un marché mondial de l'université. Après ça, on s'étonne que les cours sont donnés en anglais à Montréal. Ils ne sont pas donnés en anglais à Montréal parce que le Canada va assimiler le Québec. Maintenant, ils sont donnés en anglais aussi à Toulouse, les cours. C'est parce que c'est un marché mondial de l'éducation. L'université a été dénationalisée, mais est transformée en une sorte d'organisation technocratique autoréférentielle là, Fait que ce serait les technocrates, ben, il y a les il y a une élites. grande technocratie néolibérale qui s'est installée, pour le meilleur et pour le pire. J'imagine que ça a donné des choses sympathiques. Moi, ça a été une période de paix. Tu sais, aujourd'hui, les choses, tout le monde. Il y a quelques personnes qui sont nostalgiques de cette période-là, Ben, là, déjà. il y a Ouais. des. Ben, moi, j'ai trouvé les années 90 politiquement beaucoup plus ennuyantes Oui, que les années 2020, je vous oui, dirais. oui, oui. Mais il y avait quelque chose de paisible. Tu sais, je dis ça à la blague des fois à mes amis. C'est fou, je pensais pas qu'un jour je pourrais m'ennuyer de 1994 parce que pour moi, c'était comme la mort totale sur le plan politique. Tout était rendu juste des problèmes pragmatiques de gestion, puis les marchés allaient régler ça. Puis c'est juste. La société, la société politique, c'était devenu, dans le fond, on ramasse des taxes pour ramasser vos vidanges, puis le reste, ça va se faire tout seul. Ouais. Et là, il y a eu un abandon, il y a eu des concessions qui ont été faites. Après-guerre, puis moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut refaire ce qui s'est fait après-guerre. Je veux dire, chaque époque a ses propres problèmes, puis doit trouver ses propres solutions, mais il y a quand même, après-guerre, il y a eu une volonté d'enracinement social de la démocratie, qui est vraiment importante. Ils se sont dit, avec ce qu'on vient de vivre, il faut créer créer une redistribution des lieux de pouvoir. Et ça a été complètement abandonné à partir des années 70. Ça a été comme un gros conflit de classe. C'est dans toute l'histoire de l'Occident, la période où il y a eu le plus de grèves, c'est dans les années 70. Donc, qui a fini par le triomphe des banquiers, on va dire. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même un peu ça. Et après ça, il y a eu un recul, un effritement de tous les contre-pouvoirs qui avaient été installés dans la société. Puis le discours. Donc, ça a été orchestré par l'élite des sociétés occidentales pour des bonnes puis des mauvaises raisons. Puis ça a été après ça géré, administré. Ça n'a pas empêché, par exemple, de faire les garderies au Québec. Ça n'empêchait pas des aménagements. Mais je vous emmène ailleurs parce qu'il y a des gens qui disent. Puis la gauche a abandonné le. Bon, c'est parce que j'y venais. Là, parce OK, que... vas-y. Non, mais c'est-à-dire que c'est au moins
des propositions, des explications. Un des arguments qu'on entend du côté de la droite autoritaire, c'est qu'on entend dire, par exemple, prenons l'école, prenons l'université Ouais. aussi. On ne peut pas dire que c'est un lieu de pouvoir, parce que l'école est un lieu de pouvoir, moi je tiens à ça, là, et surtout l'université. On ne peut pas dire que c'est l'élite néolibérale qui a pris le pouvoir à l'université, là. Je pense il faudrait quand même convenir que c'est la gauche qui est à l'université, qui est présente dans l'université, qui diplôme, qui Mais ça, nomme des c'est le professeurs. discours du conservatisme actuel. Ouais. Mais Ben, en fait, le conservatisme actuel, il dénonce ça. Il dit c'est pour ça qu'il y a une réponse qui est peut-être pas la bonne, celle à laquelle on assiste en ce moment, propose autre chose, peut-être de façon vulgaire. Mais moi, quand je vous demande qui est responsable, je cherche des je responsables. cherche des coupables. Pas forcément des Vous responsables. voulez Des responsables. qu'on plante des fourches patibulaires à l'entrée de la ville? Puis Non, qu'on... non, non, c'est vous qui dites ça. Moi, je cherche Oui, des responsables. Je cherche à comprendre. ouais. Parce que la pire affaire qui pourrait arriver, c'est de reproduire le même phénomène. Parce que Trump n'est pas éternel. Un jour, il s'en ira. Et un jour, la personne qui l'aura remplacé s'en ira elle aussi. Ouais. Et là, peut-être qu'on va revenir au même paradigme dans 50 ans. Donc, nommons les choses pour éviter qu'elles se reproduisent. Par exemple, à l'université, il y a un backlash, là, vraiment, aux États-Unis en ce moment. Il y a un backlash que certains espéreraient même ici. C'est pas l'élite néolibérale qui est au pouvoir dans l'université. C'est la gauche ou une gauche. OK, 2 choses là-dessus. Moi, l'université, a subi c'est une institution dans la société, là. On peut pas réduire la société à l'université, mais c'est la dynamique néolibérale qui a déstructuré l'université comme institution dans les années 80-90. Je suis vraiment désolé, là, mais aux États-Unis, je veux dire, juste le prix des droits de scolarité, il y a un marché de l'éducation qui s'est créé. Ça, c'est comme méta-institutionnel, là. C'est comme une dynamique de réorganisation des universités où tout le monde est devenu un peu des petits entrepreneurs. Tu sais, les universitaires sont devenus comme des petits entrepreneurs de leur usine à diplôme, puis à groupe de recherche, puis à quête de subventions. Ça, c'est comme une dynamique globale. Après ça, l'université contrôlée par la gauche, ben, je comprends. Je sais que c'est un discours qui est tenu beaucoup à droite. Je comprends. Tu sais, si j'ai une grande générosité interprétative, je suis capable de comprendre à quoi ça correspond. Mais là, on parle des sciences humaines. Parce que, je veux dire, l'université, la vraie, tu sais, empiriquement, là, l'université, l'UQAM, la moitié de l'UQAM, c'est la gestion, là. Euh, en termes de clientèle, là. La gauche idéologique, tu sais, comme, ou morale, je ne sais pas, je pense que c'est à ça que vous parlez, ou disons la théorie critique normative de gauche, elle est exercée dans des départements de philosophie, de sciences politiques, de sociologie, de littérature. C'est quand même pas grand-chose. D'histoire, de biologie aussi, malheureusement. Là. Un petit peu, mais ça, c'est des... C'est pas de la science humaine, C'est la bio. c'est des petites crisettes sur la question de la théorie du genre. J'imagine que c'est à ça que vous faites référence. Mais c'est un choix qui est le vôtre quand même de dire petite crisette parce que... Non, mais je veux juste finir. Ouais. Après ça, je veux dire, aux États-Unis, en ce moment, là, il y a personne, il y a juste les millionnaires qui peuvent aller étudier en sciences humaines, là. Étudier aux États-Unis à l'université, au prix que ça coûte, c'est un investissement. La plupart des personnes s'endettent ou leur famille s'endette pour envoyer leurs enfants à l'université. Il n'y a personne qui va aller qui va investir 300 000 pour avoir un diplôme en études anglaises s'il n'est pas déjà assuré d'une rente dans sa vie, là. Et donc, les personnes vont étudier en droit, dans des trucs qui vont les amener en économie, qui vont en ingénierie. Et puis là, je veux dire, je ne sais pas c'est quoi la... Je ne vois pas de gauche là, tu sais. Après ça... Vous ne voyez pas de gauche à l'université aux États-Unis? Non, non, ce que vous appelez la gauche, c'est la gauche libérale, là, c'est sur les questions identitaires. Mais ce que je vous dis, c'est qu'elle ne contrôle pas l'université. Et dans certains départements qui sont visés par les conservateurs dans des luttes culturelles, parce que on est dans ce qu'appelle l'autre appelle en France la métapolitique. On est dans dans une sorte de guerre sur les appareils idéologiques. C'est parce que c'est une guerre idéologique. Donc là, c'est sûr que si notre but, c'est de
virer, de remplacer la théorie critique par une théorie conservatrice dans les institutions universitaires. Le champ de bataille qu'on a choisi fait qu'on voit des gauchistes partout parce que c'est eux qu'on combat. Mais c'est je veux dire, le combat est réel, la guerre, le conflit est réel, mais c'est une illusion d'optique que de projeter ça sur toute l'institution au complet. C'est ça que j'essaie, ça Ouais. que j'essaie de dire. C'est pas vrai, vous voyez? C'est pas vrai empiriquement. Puis après ça, les universités américaines où cette guerre-là est apparue, puis où où elle se déroule le plus, c'est un truc de riche, là. Fait que pour moi, la gauche, ça peut être toutes les théories qu'on va peut-être évoquer dans le reste de l'entrevue, mais ça a comme base, comme prémisse de base d'être une critique de l'économie politique. Là, on ne va pas trouver ça rapidement dans le système universitaire américain. Fait que dans le fond, si je vous suis bien, là, prenons Trump. Trump, il émerge en réponse à un monde dont il est un peu responsable. C'est-à-dire que c'est lui qui était au pouvoir avant qu'il arrive, ou en tout cas ce qu'il incarne. C'est Ah ça, ouais. c'est ses copains. Ses copains étaient au pouvoir, ses copains lui ont déplu et il arrive pour corriger ses copains. Il y a comme Trump deux est- acteurs dans ce jeu-là. Là. Mais moi, je pense Ce sont que... ces deux acteurs-là. Oui, oui, moi, je pense que la radicalisation du conservatisme, c'est une réponse des conservateurs aux problèmes engendrés par les conservateurs. Ça, c'est pour moi, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est sociologiquement incontestable. On est dans un régime politique. Tu sais, le libre-échange, ça a été voté par Brian Mulroney, là, ça n'a pas été voté par Ed Broadbent, là. On est dans un régime institutionnel politique créé par des conservateurs dont le but politique est expressément, depuis 1930, de liquider tout l'ordre keynésien qui est sorti, qui s'est développé dans les années 30, qui est sorti victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, c'est d'en finir avec le New Deal. C'est ça le programme. Et puis là, c'est ce qui s'est passé entre 1980 et 2010. Puis là, c'est le dernier stade. Il reste on va aller au lance-flammes, se débarrasser des appareils idéologiques d'État, comme disaient les marxistes autrefois, qui restent les 3 artistes, les 4 professeurs d'université, puis les personnes les conseils des arts, puis les 3 postes de service de télévision publique qui restent sur pied, parce que là, c'est les derniers replis du progressisme libéral en Occident. Ça devient l'obsession de la gauche conservatrice parce que là, on n'a plus le contrôle de l'économie, ça fait longtemps. Là, on veut prendre le contrôle des choses de l'esprit. C'est une bataille pour les choses de l'esprit. Une bataille qui peut être légitime, soit dit en passant, là, dit de même. Mais moi, je pense que la gauche est en pleine débâcle, là. Puis si on réduit la gauche... Mais ça, c'est un fait, là. Si on réduit la gauche aux questions identitaires morales, qui est quand même le racisme, la question qui sont souvent liées à la sphère de l'intimité ou la sphère personnelle. J'ai de la misère. Je peux comprendre que ça a été, dans certains milieux de col blanc, c'est devenu une sorte d'idéologie de légitimation ou le dernier bastion de l'émancipation personnelle qui fonctionnait, la place où il y avait des gains qui se faisaient, le mariage gay, le droit des personnes trans, et puis que ça a suscité le féminisme, la question des femmes. Mais c'est tout, là. C'est pas... Fait que vous attribuez pas, par exemple, à toute la théorie du genre, le mouvement Black Lives Matter. Prenons les États-Unis, là, parce que dans ce livre-là, il n'est pas question du Québec. Donc, prenons notre voisin en bas. Là. Ouais. Toute la question des quotas d'entrée à l'université pour les étudiants d'un certain profil ethnique, tout ça pour vous, oui, ça existe, vous ne le niez pas, mais c'est pas central dans les raisons qui expliquent le succès d'un Trump, bien qu'il en ait parlé énormément durant sa campagne. Non, moi, je pense que Bien ça qu'il ait rassemblé ça joue un rôle important sur le plan de la communication politique pour sa victoire. Moi, ce que je contestais juste, c'est que je pense pas que c'est ça qui est le lieu réel du pouvoir dans notre société. C'est juste ça c'est à cette question-là que je répondais, puis c'est juste ça que je contestais. Après ça, dans la dynamique politique, c'est sûr que ça joue un rôle. C'est formidable, c'est spectaculaire. Et là, c'est un embrouillamini total parce qu'à chaque... Là, vous avez nommé beaucoup de choses. Il faudrait les prendre vraiment posément une à côté de l'autre. Mais bon, moi... Mais ça serait inutile parce que de toute façon, je ne veux même pas qu'on en parle. C'est juste c'est des arguments qui sont présentés par Oui, par mais les gens. on peut trouver facilement C'est parce que, après ça, est-ce que toutes ces théories-là
progressistes, on va les appeler comme ça, sont justes, sont vrais, ça se discute sur le plan théorique. Puis est-ce que les effets pratiques qui sont recherchés sont toujours... Est-ce que les personnes qui les appliquent ont du jugement, exercent leur jugement tout le temps? Ça se discute aussi. Moi, il y a plein de choses qui vont m'agacer. Qu'on décide, comme ça s'est vu au Canada, de sortir d'une bibliothèque tous les livres qui ont plus que 30 ans, parce que ça s'est pas vu beaucoup, mais ça s'est vu. Parce qu'on se dit c'est forcément misogyne puis raciste. Moi, je trouve que ça culturellement, moi, Vous êtes éditeur, de toute façon. mais Donc, non, mais moi, c'est ça. Pour moi, c'est sacré un livre. Donc, je peux me battre contre ça, là. Mais en même temps, soyons sérieux. Parce que moi, je vois plein de monde à droite dans le débat, dans la foire d'empoigne politique, qui ont comme une sorte, sont comme des espèces de boîtes noires, qui sont comme programmés pour repérer toutes les choses qui vont activer leurs 4 ou 5 grandes certitudes politiques, puis qui vont faire le procès constamment de ces personnes-là, mais qui vont pas jamais dire un mot sur le fait qu'aux États-Unis, il y a 15 000 maudits livres qui sont sortis des bibliothèques l'an Mhm. dernier, là. Mhm. Puis pour des raisons complètement absurdes. Et puis des raisons, en fait, c'est très comique parce que des raisons qui sonnent comme des raisons que vous appelleriez woke. Ces livres m'offensent. C'est ça je ne veux pas que mes enfants soient mis en relation avec Beloved de Toni Morrison, qui est un grand roman formidable. C'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, mais ça parle de l'esclavagisme. Puis parce que ça m'offense comme blanc. Je veux dire, Mhm. c'est comme ça qu'en Virginie, les législateurs ont emmené un projet de loi pour interdire ce livre-là. Et donc, moi, je suis prêt à me battre pour la liberté des livres avec quelqu'un qui va être conséquent puis Ben qui va... oui. Bon, Mais est-ce que vous le faisiez, c'est très personnel, vous me direz peut-être, mais est-ce que vous étiez aussi bruyant lorsque la gauche, ou certaines personnes à gauche, je vais être plus juste, là, se disaient offensées par certains livres, par certains mots? toutes les personnes qui me connaissent savent que Ça vous dérange ça me dérange. que ça vienne d'un Ouais, bord ou de l'autre? là, d'un bord ou de l'autre. Moi, tout ce que je subodore être de l'anti-intellectualisme m'horripile. Mais après ça, quand ça arrive, tu sais, parce que dans les interstices des mœurs ou dans des erreurs de jugement ou des décisions, c'est une chose, mais quand c'est des législations puis que c'est le pouvoir d'État qui est mobilisé pour ça, c'en est une autre. Là, Mhm. c'est pas il y a un changement de nature. Mais dans un cas comme dans l'autre, je trouve ça déplorable. Mais en même temps, je ne vois pas beaucoup de monde s'inquiéter du massacre culturel qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis à droite. Hein? Ça ne fait pas la une du Figaro. Mais le moindre étudiant universitaire, d'une université perdue en France qui déciderait d'essayer d'annuler une pièce de théâtre parce qu'il la trouverait sexiste, là, ça va faire 4 dossiers de 50 pages. Mhm. Là, il faut essayer de voir c'est quoi le poids sociologique vraiment des phénomènes. C'est de ça Mais en fait, moi, dont vous savez, je vais peut-être vous faire en sorte que vous aurez de meilleures nuits. Désormais, si ça vous empêche de dormir, tout ça, moi, j'ai compris que le monde est plein de marde. OK? Non, mais sérieusement, là, le niveau de langage vient de baisser, mais les gens sont de mauvaise foi. Les gens ont énormément d'orgueil. Tout le monde, là, on est tous à peu près accablés par ça. Donc, ne vous surprenez pas d'entendre des gens de droite ne pas dénoncer chez leurs collègues ou chez leurs frères idéologiques ce qu'ils reprochent à leurs adversaires idéologiques. Et ne vous étonnez pas de voir aussi certains de vos copains à gauche ne pas faire exactement la même affaire. Moi, je dors mieux depuis que j'ai compris ça. c'est C'est ça. assez rare les gens qui font les deux. Oui, oui, c'est clair. Après ça, moi, je lis, dans mon essai, je fais pas ça, je laisse pas de traces de ça, mais je lis les auteurs conservateurs sur la longue durée. Il y en a beaucoup que j'aime dans le passé. Aujourd'hui, je les trouve plus médiocres, mais je lis les Américains beaucoup. Et souvent, je suis assez d'accord avec beaucoup de diagnostics qu'ils vont poser. Par exemple, je suis en train de lire en ce moment un auteur qui s'appelle Deneen, Patrick J. Deneen, Oui. qui est un Trumpiste. Il a écrit un texte pour inviter les conservateurs à soutenir Trump en 2016 et qui s'appelle Le vol 1993. Le vol 93, pardon. Ça, c'est l'avion Ouais. qui est pas tombé sur le Congrès parce qu'il y avait une équipe de rugby, je pense, dedans, qui ont décidé de se lever pour l'empêcher de tomber. Puis lui, juste pour vos auditeurs sachent, parce que je pense pas que c'est très connu, ce texte-là au Québec. C'est un texte important dans le conservatisme américain. Lui, il dit, en 2016, à l'élection, là, la perspective d'une élection d'Hillary Clinton, c'est comme le vol 93. Si on fait rien, ça va détruire la société américaine. Il faut poser un geste.
Puis donc, votons pour Trump, même si c'est quand même un drôle de De pistolet. moineau, là, ouais. Et donc, lui, c'est un universitaire, bardé de diplômes, tatata. Et quand on lit ses livres plus costauds, là, Flight 93, c'est un petit texte d'intervention, sur l'université, il plaide pour des choses qui, moi, m'apparaissent relever du bon sens. Souvent, c'est des personnes qui disent, ben là, lui défend les liberal arts. Tu sais, il défend l'idée de lire les classiques à l'université, mais moi, ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, je suis d'accord avec lui. Il se pose des questions qui sont intéressantes. Il fait des critiques de la gauche libérale qui sont assez cinglantes, mais avec lesquelles je serais prêt à faire quand même tu sais, je pourrais faire un petit bout de chemin, tu sais, ou qu'il appelle l'élite managériale américaine, bon, et qui dit que ça manque pas de piquant de les voir dénoncer les privilèges à gauche puis à droite, alors que c'est tous des filles et des fils de riches. Mais c'est vrai, je veux dire, il y a toutes sortes de groupes socialistes dans les universités américaines qui disent, mais socialistes, genre libéral, progressiste, qui dénoncent à juste titre le racisme. Le racisme, c'est un problème dans la société américaine. Mais qui font des cartographies des privilèges alors qu'ils sont dans des universités qui coûtent 80 000 par année et qui sont eux-mêmes assurément les filles de au moins membres d'une famille de la classe moyenne supérieure. C'est le minimum. Et qui disent rien sur ce système-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans... dans l'explosion des droits de scolarité aux États-Unis dans les 40 dernières années, c'est phénoménal. Ouais. Et donc, ils ne combattent pas ça expressément. Mais en même temps, Denis, sa réponse, puis des fois, il y en a un autre dont j'oublie le nom malheureusement, mais qui est assez important dans ces mouvements-là, qui est un Iranien, un Américain d'origine iranienne, qui écrit un livre qui s'appelle Tyrannie Co. Et lui, ce qu'il dénonce, c'est l'autoritarisme dans les entreprises aux États-Unis. Ils ont comme un discours social, tu sais, Ouais. Mais il propose comme réponse à ça la famille, la nation, l'Église. Fait qu'il nous dit, ben voilà, nous avons une bande de fils et de filles de la classe managériale, de la technocratie libérale, qui s'inventent une morale, puis qui s'auto-flagellent, puis qui se disent que dans un monde merveilleux, ça serait un monde où il y aurait des gens de toutes les couleurs qui seraient merveilleux comme eux et elles, ils sont. C'est comme ça qu'ils présentent ça, ce conservateur-là. Puis ils délaissent, ils sont enfermés dans leurs institutions, où ils se reproduisent entre eux, ils se marient entre eux, ils étudient entre eux. Puis ils délaissent toutes les autres dimensions de la société américaine, puis ils méprisent le peuple. Et donc, les hillbillies, les gens, les travailleurs. Mais c'est pas totalement faux. Puis moi, c'est une de mes critiques. Tantôt, vous me disiez, c'est où le problème? Mais le problème, c'est qui les coupables? Responsable. Moi, c'était ma question. Les responsables. Moi, je dis, il y a Pas un comme... tribunal ici. Non, ce n'est juste... Mais je dis, mais je dis à mes amis, je dis aux gens qui pensent comme, qui font partie de mon groupe social, je dis, mais on est dans des institutions qui sont précieuses. C'est précieux que l'État prenne une partie de l'argent de la richesse sociale pour financer les arts, la littérature, les maisons d'édition, puis nous laisse écrire des livres de gauche, par exemple. Mais ces institutions-là, l'université, l'école, ça fait partie d'un deal plus large. Puis si on oublie le reste de la société, ça ne marche plus. Puis là, vous allez vous retrouver tout seul, puis vous allez être facile à détester. Ouais. Puis l'université, c'est juste que je dois le préciser, mais mon expérience à l'intérieur des murs d'une université est un peu plus récente que la vôtre. Là. J'espère ne pas vous offenser. Là. Non. Vieillis à peine, mais je veux dire, moi, j'ai vécu de l'intimidation, puis je m'en fiche, là, c'est pas grave, là, on passe à autre chose, mais ça s'appelait de l'intimidation. On tentait d'intimider des Oui. étudiants plus classés à droite. Mais ça, on y reviendra. Je veux juste finir mon affaire de... Non, mais c'est important. Mais c'est un lieu de pouvoir, ça. Oui, c'est une forme culturelle de sanction par la diffamation ou le ridicule dans l'opinion publique. C'est un mécanisme. Moi, je suis ethnologue. C'est universel. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est un mécanisme de contrainte sociale, culturelle, qui est vieux comme le monde. C'est n'importe qui est dans une cour d'école au primaire, c'est un peu comme ça que ça marche aussi. C'est pas chic. Mais on s'en remet, hein, mais juste pour revenir à mes conservateurs, je me dis, mais comment c'est possible de dire, voilà, moi, Joe Blow plombier, je vais prendre pour lui, avec comme remède l'Église, la famille, on comprend que c'est la famille bourgeoise moderne,
La nation, qu'on comprend que la nation, pour eux, c'est l'émotion que suscite dans un sujet, tu sais, le fait d'appartenir à un grand, c'est comment le drapeau vous fait frémir. Mais si c'est juste ça, la nation, c'est une abstraction, selon moi. Et donc, là, c'est comme appliquer des freins de vélo sur un Airbus, là. Je veux dire, tu viens de me dire, tu viens de m'expliquer, tu sais, que l'élite libérale est méprisable parce qu'elle méprise culturellement les pauvres qui souffrent dans leur souffrance économique. Puis tu me dis, mais ma réponse aux pauvres qui souffrent dans leur souffrance économique, c'est d'aller à l'église. Mais moi, là, je me dis, mais c'est parce que c'est une farce, là. Puis que ça serait bien que maintenant, désormais, en philosophie, on lise Platon. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée de lire Platon, mais je ne pense pas que c'est un remède à la souffrance sociale de l'Amérique. Oui. Oui. Et donc, là, il y a comme un problème. Et là, le Trumpisme roule sur cette illusion-là, un mélange de démagogie. Là. Trump, le personnage, c'est le politique, c'est un démagogue. Puis cette espèce d'illusion-là, qui est très, très, très étonnante pour moi, parce que là, je ne comprends plus de quoi on parle exactement. Laissez-moi lire un passage du livre. Oui? Vous m'en voudrez pas? Ben, pas du tout. Non, c'est ça. C'est parce que je creuse encore, je cherche encore, non pas à vous arracher cette confession-là, mais je cherche toujours à trouver le responsable ou une partie des responsables, un des responsables, parce que sinon, ma grande inquiétude, c'est que le problème persiste. Vous parlez de la gauche, de sa transformation. Vous vous positionnez par rapport à certaines des transformations qui se sont produites. Vous dites ici, c'est à ce moment que l'éloge de la diversité s'est discrètement substitué à la défense de l'égalité. Une des plus vieilles valeurs de l'histoire politique occidentale se trouvait ainsi partiellement éclipsée à l'origine de la démocratie, de l'évolution du droit, de la matérialisation des libertés. Il y a toujours eu une puissante revendication d'égalité de la part des esclaves, des serfs, des femmes, des laissés-pour-compte. Que le démocrate préfère défendre des notions de diversité ou d'équité plutôt que l'égalité est plus troublant. Qu'il substitue la notion d'inclusion à celle de solidarité a de quoi faire sourciller. On sent quand même qu'à l'intérieur de la gauche, il y a peut-être une prise de conscience qui s'est faite. Puisque vous parliez tantôt des grands enjeux, de ce qui préoccupe les gens, vous venez tout juste de parler de misère économique et d'une réponse qui est celle de certains conservateurs, une réponse illusoire. Je reviens avec cette question-là. Le Trumpisme ne répondait-il pas et ne répond-il pas toujours, peut-être mal, hein? J'aurais envie de dire mal aussi, à un phénomène qui a constitué, s'est constitué ainsi. On a arrêté de parler d'égalité, on a parlé des minorités, on a arrêté de parler de la majorité, on a parlé des minorités, on a arrêté de parler des classes populaires, on a parlé de certaines revendications. Peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas, ça a convaincu suffisamment de gens que ça s'était passé comme ça. Moi, c'est une conversation intéressante, puis peut-être que vous me trouvez vaseux dans mes réponses, mais parce que je nous écoute discuter, puis je me dis, on est vraiment dans une époque à la fois fascinante, parce que les choses bougent, puis c'est intellectuellement intéressant, même si c'est parfois anxiogène, mais en même temps très, très confuse, mais c'est peut-être, ceci explique peut-être cela. La question de la responsabilité, je vais y répondre vraiment brutalement. La responsabilité de ce qui se passe en ce moment est portée par la droite autoritaire, parce qu'on est responsable des actes qu'on pose. Et c'est eux qui... Non, mais... Oui, vous avez raison. Non, mais là, sur cette question-là, vraiment stricte de la responsabilité, oui. On n'émerge pas de nulle part, par contre. Non, c'est ça. Je vais avoir un deuxième volet. Donc, mais ça, je veux pas... On peut pas dire Hitler, c'est la faute de Staline. Non, Hitler, la faute... Il y a plein de monde qui peuvent dire ça, là. Hein? Tout le monde avait peur des... C'est vrai, moi, j'ai habité en Allemagne. La Russie, c'est pas loin. Je peux comprendre que si on est un bourgeois, qu'on a une petite propriété, puis que là, il y a la menace, ça peut faire peur, le stalinisme. Mais Hitler est responsable d'Hitler. Les nazis, on est responsable de de nos propres actes. Donc, qui est responsable de ce qui se passe en ce moment? C'est la droite autoritaire. Pour moi, il n'y a pas de photo là-dessus. Après ça,
le propos de mon livre, c'est quand même de dire, comme j'ai expliqué au début de notre entretien, la droite autoritaire s'empare de des châteaux ou des institutions qui sont en état de déréliction, abandonnées largement. Et donc là, il y a une responsabilité historique des démocrates au sens le plus large du terme, incluant la gauche. Le passage que vous avez lu est important pour moi parce que moi, je ne comprends pas d'où vient ce langage-là de la diversité. C'est pas tant l'intention, ce que ça recouvre, c'est cette construction théorique-là, alors que le mot égalité peut permettre de dire exactement la même chose. Et donc, pour moi, c'est des glissements sémantiques qui ne sont pas juste des effets de langage qui viennent avec des constructions du réel qui sont quand même pas innocentes. Je dis à la blague, il va y avoir le prix diversité de Wall Street, mais il n'y aura jamais le prix égalité de Wall Street. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a comme une question qu'il faut que vous vous posiez. Vous pouvez très bien mener votre lutte pour la condition des femmes, pour le recul du racisme, avec la notion d'égalité qui a un ancrage, c'est un héritage précieux de l'histoire politique de la liberté en Occident. Mais le mot diversité n'a pas la prétention de vouloir dire la même chose que le mot égalité. Non, mais moi, je trouve qu'il y a une restriction parce que... Vous préférez l'égalité, comme moi, Ben oui. mais le mot diversité, c'est l'égalité moins la majorité. Ben, ça, cette question-là de la majorité et de la minorité, on pourrait revenir parce que c'est tricky un peu, je trouve. C'est un motif du conservatisme que je trouve qui me fait un peu sourire parce que, mais bon, on pourra en parler, c'est intéressant. Je ne suis pas dans mon livre, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est sûr qu'avec la question de la diversité, on joue la question, on pourrait dire, des minorités ou des personnes comme marginalisées. Et là, on s'inscrit dans un régime juridique particulier où ça opère, il y a des conditions... il y a des conditions objectives, les gens sont... Les êtres humains, ils sont pragmatiques aussi. Là. Ils opèrent avec les catégories, puis les mots, puis les stratégies qui leur permettent de survivre. Ça n'a pas rapport avec notre conversation, mais les peuples autochtones, ils rêvent peut-être de souveraineté politique, mais se battent avec les instruments du système juridique canadien parce que c'est là qu'ils obtiennent des gains. Avec les droits ancestraux. On vit dans un contexte, on fait. Bref, je m'égare. Moi, dans mon livre, je finis avec une phrase dans le combat entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. À un moment donné, Hillary Clinton dit à Bernie Sanders, il dit ben là, s'en prendre aux banques, que ça ne va pas mettre la fin au racisme, ça ne va pas mettre la fin. Elle sort toute la litanie du discours sur la diversité dans un discours qui est un peu démagogique parce que ça n'a pas rapport avec la proposition de s'en prendre au système bancaire américain. Mais c'est juste pour dire, c'est utile pour Hillary Clinton parce qu'après ça, elle a fait des conférences aux banquiers à 150 000 la conférence, puis elle n'a pas un discours qui menace. Donc, moi, je trouve que la catégorie d'égalité a plus de fondement institutionnel, puis n'empêchait pas de mener une politique de défense des droits des personnes qu'on essaie de défendre avec la question de la diversité. Après ça, la majorité puis la minorité, c'est un peu une blague. Là. Dans tous les livres de droite que je lis, c'est leur grosse affaire. Nous défendons la majorité, nous défendons la majorité. Depuis quand que la droite défend la majorité? Le gouvernement de Trump, c'est un rassemblement de milliardaires. Là. C'est 13 milliardaires. Là. Il y a un article dans le New York Times qui vient de sortir. Là, il a fait 1,4 milliard de dollars. Il a monnayé son pouvoir présidentiel. Il a fait 1,5 milliard en 2025 avec ça. Là. Comment plein de façons. La crypto-monnaie, essentiellement. Il a inventé des crypto-monnaies. C'est une façon de vendre. Je veux dire, c'est une opération de corruption magistrale. C'est qu'ils vendent une crypto-monnaie qui ne doit pas valoir grand-chose. Toutes les gens qui viennent, le Yémen, le Qatar, toutes les puissances oligarchiques de la planète qui veulent avoir accès à Trump achètent de la crypto-monnaie de Trump. Il en a vendu pour 900 millions. Oui. Il a toujours toute sa vie vendu plus sa réputation et son image que son talent d'entrepreneur qui est absolument médiocre. Et là, il vend le nom Trump à plein de centres d'enseignes, d'hôtels partout dans le monde, dans des pays qui, après ça, font des deals avec les États-Unis. Il a vendu un club de golf qui porte son nom au Vietnam, pour 1 milliard de dollars. Le club de golf vaut 1 milliard. Il n'y a pas eu lui, il a pas reçu 1 milliard. Puis après ça, il y a eu un deal avec le Vietnam, les États-Unis. Un président qui fait de l'argent en devenant président, c'est pas nouveau.
Non, mais là, lui, c'est parce que c'est un système de corruption. Je veux dire, les catholiques au Moyen Âge auraient appelé ça un crime de simonie. Là. Il vend l'autel, tu sais, au plus offrant. Là. C'est pas juste. Mais la question, c'est est-ce que la Donc, majorité minorité, non, là, mais cette question-là? c'est que, je veux dire, c'est que ça dépend. Tu sais, il y en a une minorité, là. C'est les 900 milliardaires des États-Unis. Vraiment, c'en est une. C'en est Oui. une minorité qui pèse pas mal lourd en ce moment sur le cours de Mais l'histoire. dans le discours politique, Et dans les donc, propositions, la moi, plateforme. l'idée que j'entends qui dit que la démocratie, c'est le régime de la majorité, tu sais, ça a peu de sens pour moi. Ça a peu de sens historique, puis ça a peu de sens conceptuel. Il y a ça dans le livre de votre ami, là, Étienne-Alexandre Beauregard. Tu sais. Oui, Lui, mais c'est que c'est faux. La démocratie, ça n'a jamais été le régime de la majorité, c'est le régime de l'égalité face à la loi. C'est pas la même affaire, pas en tout. Là. La majorité, c'est attendez une minute. Là. La démocratie, la- ça n'a jamais été l'affaire de la majorité? le fondement conceptuel de la démocratie, Oui. c'est l'égalité de tous face à la loi. C'est l'un des fondements, oui. Ouais. Mais c'est le vrai fondement institutionnel. C'est la révolution, c'est ça. C'est Mais les la gre- démocratie, c'est aussi le pouvoir du peuple. C'est d'ailleurs comme ça que le mot est formé en Donc, grec. Là. oui, mais le grec, le peuple comme tout. Oui. Donc, et la majorité apparaît dans le système électoral, ça c'est clair, Ouais. comme mode électif. Mais après ça, la démocratie libérale, comme l'expression le dit, vous avez lu Carl Schmitt, m'avait dit ça. Bon, moi aussi, je l'ai lu, j'ai tout lu Carl Schmitt pour faire de la lutte gréco-romaine avec puissant adversaire intellectuel. Mais lui, il s'amuse beaucoup de ça, du fait que c'est un oxymoron, la démocratie libérale, parce que le mot démocratie, c'est un principe politique, puis le mot libéral, c'est un principe de droit privé. Et je veux dire, tout le débat sur la construction de la République moderne, c'est un débat, puis c'est chez tout dans Tocqueville, c'est juste ça, là, c'est comment on va défendre, comment à partir du moment où le peuple devient le principe, la nation devient le principe, peuple, nation, patrie, peu importe, devient le principe de légitimité de l'État, puis tu sais, on passe de vive le roi à vive la France, comment on va protéger la propriété, qui va toujours, elle, rester minoritaire. Aux élections provinciales du Québec en 1870, il y avait 15 des adultes qui votaient. Donc, le régime de démocratie libérale a jamais fonctionné sur un régime de quantité. C'est un régime de protection de droits privés et d'un équilibre, dans le fond, entre le peuple, l'idée de la société dans sa totalité, puis les distinctions sociales qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est un régime qui protège quand l'idée de protection du droit des minorités, qui est au cœur du dispositif juridique privé de la démocratie libérale, c'est d'abord à l'origine le droit des propriétaires. C'est la loi, puis c'est encore assez efficace. C'est ce qui a fait que tout le système électoral américain a explosé il y a 15 ans, quand tout d'un coup, les juges ont décidé que les compagnies privées avaient les mêmes droits que les individus. Parce que Donc, ça, c'est tout le régime. Puis que là-dedans s'inscrit le droit des minorités de toutes, de genre, de sexe, peu importe. Ça fait partie peut-être de l'esprit du système juridique libéral. Mais c'est une longue tradition. Là. C'est un peu plus Mais ce que compliqué. vous semblez quand même écrire, j'ai peut-être mal lu, c'est que dans le changement de vocabulaire, dans le choix de mots, prenons l'exemple que vous venez d'utiliser, puis c'est celui que j'ai évoqué, on prend l'égalité qui est une idée noble, qui est suffisamment généreuse, c'est l'égalité, c'est tout le monde, tout le monde. Et on remplace ça par diversité. Et là, il arrive l'inclusion, donc on inclut qui, pas tout le monde finalement, c'est un certain nombre de personnes. Vous dites que ça a été une erreur, probablement. Mais moi, ce que je dis, c'est l'erreur, c'est d'avoir abandonné la réflexion politico-institutionnelle. C'est ça l'erreur. Qu'on veuille faire de l'inclusion, pour moi, c'est quasiment, ça reste des discussions managériales. Ça ne me dérange pas tant que ça, personnellement. Mais si on oublie tout l'ordre institutionnel, c'est un problème. L'égalité, ça peut être une abstraction terrible aussi, ça en a été une. Tout le débat du 20e siècle, c'est de dire si on est formellement égaux, mais que dans la vie, il y a tellement d'inégalités, le principe formel n'a plus de sens. Tout le travail de la société occidentale sur elle-même au 20e siècle, ça a été essayer de trouver une réponse à ce problème-là. Ça a été de dire il y a des asymétries dans la société qui rendent l'idée d'égalité vide de sens. Comment quelle réforme on peut faire pour rendre possible
prendre acte des rapports de pouvoir, de domination qui existent dans la société, puis créer des mécanismes de redistribution du pouvoir qui permettent, sans les abolir complètement, de créer une vie collective. C'est ça qu'on appelait la démocratie. C'est ça qu'on a appelé la démocratie entre 1945 puis jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et là, ça impliquait, je veux dire, c'est très concret, là, toute la réforme du droit, c'était ça. C'est le fait de reconnaître les syndicats puis leur droit de faire un contrat collectif, par exemple. C'est de dire, non, on ne va plus être dans l'idée que les contrats, c'est juste des contrats d'individu à individu, parce que Marc Fortier qui signe un contrat avec General Motors, ça n'a pas de sens de penser ça comme un contrat qui serait l'équivalent de Marc Fortier qui signe un contrat avec M. Villemur. Ça a pas, il y a pas, sociologiquement, ça n'a pas de sens. Fait que là, il faut créer, faut prendre acte de l'opposition qu'il y a entre la propriété du capital puis la propriété du travail, puis accepter la symétrie puis créer un système juridique qui permet de créer des accords. C'est la même affaire avec le tribunal du logement. C'est la même. Je veux dire, il y a eu toute cette idée-là qui était le débat sur la démocratie, qui était d'élargir les espaces où on peut participer, s'engager dans la société, puis assumer pas faire semblant qu'il n'y a pas de rapport de domination structuraux. Puis après ça, élargir tranquillement, justement, l'accès à la démocratie à la majorité. Mais c'est très récent. Je veux dire, les femmes ont eu le droit de vote en 1940 au Québec, au début du 20e siècle dans les autres pays. Les Noirs aux États-Unis, je ne suis même pas sûr qu'ils ont encore, je veux dire, il y a tellement de mécanismes dans le sud des États-Unis pour empêcher les Noirs de voter, de complications administratives, que c'est même pas clair qu'ils ont vraiment encore le même droit de vote que les autres dans cette société-là. Mais disons que sur le plan formel, ça a pris le Civil Act Right en 1965 pour abolir, finalement, ils ont eu le droit de marier des Blanches en 1968. Ça fait que la majorité, là, si on ne veut pas que ce soit qu'il n'y ait pas une fiction, ça ne fait pas longtemps que concrètement, ça existe. Donc, je peux bien comprendre dans le discours conservateur que tout d'un coup, on se dise, ah, les droits, l'objection, l'opposition des minorités, ça peut être un problème. Mais là, dans ces livres-là que je lis, il y a la construction du mythe d'une majorité. Mais ce qui est Et arrivé cette aussi, majorité-là, il y a des gens qui se sont exprimés, des gens ordinaires. Moi, j'ai reçu, par exemple, Yves Boisvert, ici, au tout début du balado, qui était allé aux États-Unis pendant la dernière campagne électorale, qui était allé dans des petites villes où on a finalement voté Trump. Ouais. Parce qu'il il parlait avec les gens. Puis les gens, ils disaient, ça fait des années qu'il n'y a aucun démocrate qui est venu nous voir. Ça fait des années on voit l'avion passer. Ouais. Il passe au-dessus de l'État, il atterrit dans la capitale, donc il va à, je sais pas, moi, à la capitale du Minnesota, mais il vient pas dans les petits villages, mais les ça, petites mais villes. ça, je suis d'accord, je l'ai dit. Non, mais c'est parce que c'est ça dont je parle depuis tantôt, en fait. Ouais. C'est pas à savoir si la droite est honnête lorsqu'elle prétend parler au nom de la majorité. Je vous dis qu'elle parle au nom de elle parle au nom de la majorité. Elle le fait, en tout cas. Et ce sont des gens qui font partie de cette majorité, des cols bleus, des ouvriers aux États-Unis, des gens dans des villes minières, tout ça, qui disent on les a pas vus, les autres. Ils sont jamais venus nous voir. La droite a comme placé un coin, là, comme on dit, une planche, un bout de bois là, dans une faille, dans une fente, puis elle frappe dessus. Elle oppose l'élite du diplôme, comme je dis au début, à l'école blanc au col bleu. On va dire ça comme ça. Hein? Mais elle leur parle, c'est bien. Ben oui, non, mais c'est clair. Et puis là, elle a dit... Ils avaient envie d'être écoutés, ces gens-là. Elle dit, dans le fond, l'école bleue, qui statistiquement représente une majorité statistique, sont plus conservateurs. Admettons qu'on est aux États-Unis, c'est comme ça que ça se présente. Fait qu'on on leur tient un discours conservateur, on va les voir, puis ils votent pour nous, bon, en gros. Puis puis comme tout le discours, toute la théorie critique libérale, c'est un truc d'universitaire, ils ne comprennent pas la moitié de ce qu'ils se disent parce que c'est dans un jargon imbuvable, puis qu'après ça a l'air des débats complètement sophistiqués. C'est super facile de tourner ça. Puis en plus, ces personnes-là n'ont pas l'air de s'occuper d'elles. Donc, la polarisation, ça joue beaucoup là-dessus. Moi, je pense que c'est un problème. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a toute une partie de l'élite libérale qui s'est enfermée dans une sorte s'est coupée du reste de la société. Au Québec, c'est moins peut-être présent parce qu'on est une petite société, puis que au moindre party de Noël, tout le monde est mélangé, là, ou presque. Je ne sais pas, là, je vais vite en affaires un peu, là, mais aux États-Unis, c'est manifeste. Il y a eu vraiment... je suis d'accord avec vous. C'est un problème. Il faut parler à ces gens-là. Puis c'est clair que des fois... Mais c'était pas la gauche qui leur parlait avant? Ben oui, c'était la gauche qui leur parlait avant.
Et puis là, la droite leur parle, mais je pense pas qu'ils vont obtenir satisfaction. Et c'est très curieux, tu sais, par exemple, ils leur parlent en leur disant... tu sais, moi, je trouve que la droite autoritaire offre, tu sais, répond à des problèmes actuels, mais avec d'une manière absolument étonnante. Tu sais. Fait que, par exemple, il y a tout un changement géopolitique qui se fait depuis 15 ans qui fait en sorte que tout d'un coup, il y a un retour vers le mercantilisme, on pourrait dire, les sociétés. C'est la fin du régime de l'Empire américain centré sur les libres-échanges, ce qu'on avait vu dans les années 90. Biden était là-dedans, Obama était là-dedans, puis Trump est là-dedans, mais lui, il le fait d'une manière mafieuse, à coup de raquettes de protection. Et donc, mais il le fait en disant, nous, puis là, il fait quelque chose que les démocrates ne font jamais, nous, on va défendre les ouvriers, on va ramener des jobs, on va ramener des usines, Et c'est très curieux parce que là, quand il fait ça, c'est la nostalgie des 30 Glorieuses. Il vend la nostalgie de l'Amérique qui est sortie du New Deal de Roosevelt, qui est précisément le truc que les conservateurs américains veulent raser, détruire. Cet édifice-là, ils veulent le raser au sol, le dynamiter. Mais ils voudraient avoir, dans le fond, les bénéfices d'une société où il y a des taux d'imposition marginaux des risques à 90 %, puis des syndicats puissants, puis des fonds de pension. Ils voudraient avoir les bénéfices de cette société-là sans toute la bureaucratie qui vient avec, sans tous les rapports. Mais je veux dire, là, on est dans... C'est un fantasme. De toute façon, ça va être des robots qui vont faire le travail. Mais c'est vrai, il leur parle ce langage-là. Moi, je ne pense pas qu'il y a un ouvrier dans aucune... Je veux dire, c'est Jeff Bezos là, qui possède Amazon. Ses ouvriers, il leur met des... avec l'intelligence artificielle, ça va être encore pire. Ils sont surveillés par des robots. Là. Mais vous seriez quand même surpris de voir parce que dans le Wall Street Journal, à chaque samedi, il y a, on rapporte l'indice de confiance des Américains par rapport à l'économie. Donc, on pose la question aux Américains, est-ce que vous faites confiance à votre président en matière d'économie? Et la vérité, c'est que le niveau de confiance baisse dans à peu près toutes les couches de la population, sauf chez les cols bleus, sauf chez les ouvriers. Et je pense pas que ce soit des idiots. Je pense qu'ils ont aimé ce qu'on leur a présenté comme programme et ils ne sont pas déçus pour le moment. Et c'est étrange parce que depuis quelques mois, Trump fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc, il ne voulait pas s'occuper de politique étrangère. Il voulait laisser tranquille tout le monde. Il dit, moi, démerdez-vous. Là, soudainement, il s'est montré très intéressé par ce qui se passait à l'étranger. Il est allé jusqu'au Venezuela chercher quelqu'un pour le ramener dans une prison à New York, Maduro. Il s'occupe moins, en tout cas, d'économie. En tout cas, on en entend moins parler. Et pourtant, d'après moi, il travaille quand même là-dessus parce que les ouvriers sont encore derrière lui. Oui, aux États-Unis, c'est tellement profondément ancré dans l'imaginaire américain que les républicains s'occupent de l'économie puis que les démocrates s'occupent du social, même si ça n'a aucun rapport avec les faits. Là. Que je pense que là, on est dans un schéma, ça va prendre du temps avant que ça change. Mais ils sont capables d'avoir une opinion, là, puis oui, ils habitent là en plus. Donc, oui, non, mais là, on parle de perception politique, là, indice de confiance et tout. C'est une opinion construite sur le long terme, là, c'est ce qui va pas... C'est presque un sondage, c'est presque pour qui vous voteriez. Là, oui, c'est ce que je dis. Donc, c'est de l'opinion. Mais c'est tellement profondément ancré dans l'opinion publique l'idée que le branding républicain, c'est l'économie, que je veux dire, ça va prendre plus de temps. Ça va prendre du temps avant que ça change. Puis l'économie américaine, elle est tellement, je veux dire, c'est un pays riche, là, c'est compliqué, mais que je veux dire, Trump ne va pas nécessairement détruire l'économie américaine, là, puis il ne fait pas juste des conneries non plus. Les républicains ne font pas juste c'est la politique réelle aura des pâquerettes. Il y a des gestes qui posent. Là, je ne suis pas ça assez dans le détail, mais des fois, je vois des nouvelles passer. Je me dis, tiens, ça, les démocrates, ils ont pas eu les couilles de faire ça. Ils donnent des milliards à l'industrie des puces puis des microprocesseurs, mais ils ne prennent pas de part dans l'entreprise. Trump, il leur dit, ben là, si on vous donne des milliards, on prend des parts. C'est des trucs, c'est des détails de gestion, mais il y a des gestes qui sont... Donc, c'est pas juste des mauvais gestes, mais les gens, après ça, le One Big Bill, c'est un prodigieux détournement de fonds de la richesse collective vers les milliardaires. Ça fait que c'est sûr que ça va finir par faire mal aux Américains dans toutes sortes de frais afférents. Après ça, ce qui est très comique sur le plan socio-économique, dans l'espèce de lutte des classes qui est faite entre l'élite cultivée, c'est comme une lutte bourdieusienne où tout d'un coup, on laisse de côté la question économique, puis tout se passe au niveau du capital culturel.
c'est que les cols bleus dont vous parlez, il y en a qui font vraiment beaucoup de fric, là. Moi, je suis vraiment un représentant de l'élite diplômée. J'ai étudié, je suis éditeur, mais j'ai un salaire microscopique. J'ai un capital culturel démesuré, mais j'ai un salaire microscopique. Un grutier, c'est à Côte-Nord, ça fait 5 fois mon salaire, là. Donc, on vit dans un monde chatoyant. Les lignes de fracture Oui, mais je pense que les ouvriers dont il est question, c'est ceux qui partent avec une boîte à lunch puis qui reviennent avec ouais. une boîte à Mais lunch. sauf que la majorité des nouveaux emplois, les gens travaillent dans des Walmart ou dans des trucs d'Amazon. Puis là, c'est la merde. Chez Walmart, à Thanksgiving, il y a dans des Walmart aux États-Unis des boîtes à l'intérieur pour dire nos employés n'ont pas les moyens de s'acheter une dinde, voulez-vous donner de l'argent? Puis chez Amazon, Oui. c'est pas loin d'être comme en Ouais, chez Chine. Uber, les chauffeurs Ah, Uber aussi, c'est ça. c'est vrai que ce sont les C'est des nouveaux personnes qui sont ouvriers. tyrannisées par le système techno-capitaliste. Là. Et quand quelqu'un essaie de faire un syndicat dans un Amazon, ça prend du courage parce que il y en a eu au Québec, là, ils l'ont fermé. Là, c'est des luttes comme personne n'en parle. Donc, mais personnellement, je trouve que c'est un sujet de préoccupation. Chez Luxe, par exemple, parlant de maison d'édition, on s'intéresse à tout ça. On n'est pas enfermé. On vient de faire un livre sur un vidangeur. On a fait des livres sur Walmart. Je pense, moi, je suis comme j'ai dit aussi en anthropologue, un sociologue, je m'intéresse à la société dans toutes ses dimensions. Puis c'est vrai que aujourd'hui, quand j'étais jeune, je me souviens que les chefs syndicaux, il y avait dans la scène du théâtre, dans l'espace public, c'est comme un théâtre. Puis là, il y a toutes sortes de personnages. Puis il y avait toujours, quand même, parmi les personnages, il y avait des représentants de toutes les branches de la société. Il y avait comme ce souci-là. On parlait des. Moi, quand j'étais petit, je suis né à la fin des années 60. Quand j'étais petit, la représentation qu'on avait de la société, même à l'école primaire, c'était les secteurs primaires, tertiaires. On avait une vision différenciée de la société objective. Les régions, tout ça, ça a comme disparu depuis 30-40 ans. Ce qui fait qu'on ne sent pas la gaspille. Dans les c'est médias, évident. on sent. Moi, j'ai plein d'amis. Je vais en Gaspésie souvent, j'ai de la famille là-bas. Je la vois pas là, sur la scène publique québécoise. Il y a plein de choses qu'on voit pas. Ben, c'est à nos artistes de raconter leur histoire Fait que, aussi. on n'est pas encore assez inclusif. Non, Il y a on ne l'est beaucoup jamais assez. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de catégories sociales dans le théâtre qu'on se fait nous-mêmes dans la vie en société qui ont disparu puis qui gagneraient à être. Ça, je suis d'accord avec vous. Puis c'est vrai que les démocrates au sens, mais c'est un des messages de mon livre, c'est de dire, ben là, vous avez un peu peut-être oublié cette dimension-là. Avec le temps qui nous reste, j'aimerais ça qu'on parle parce que il y a je mélange un peu des choses. Là. Il y a le nom de Christian Rioux qui est mentionné dans le livre à un moment donné. Pas vrai? Oui. Ah, bon. Vous en rappelez pas? Non, ben, ça doit être assez furtif. Oui, c'est très furtif. C'est Ouais. très furtif. C'est pas. Vous le citez, là, en gros. Là. Et un peu plus loin, vous qui me semblez être quelqu'un qui accepte les invitations, en tout cas les invitations à converser, à discuter, y compris à débattre. Je vous ai vu au Salon du Livre débattre avec Étienne Alexandre Beauregard, d'ailleurs. Vous énoncez quand même une liste de sujets dont on ne devrait pas reparler. Je fais ça, moi? Oui. Vous donnez des exemples quand même assez frappants, là, mais par exemple, vous donnez l'exemple des chambres à gaz. Vous dites c'est pas un débat. On ne peut pas débattre de ça. Vous donnez une coupe d'exemples. Je vais retrouver la page si vous voulez Oui. bien. Mais je vais quand même vous lancer la question. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit débattre de n'importe quoi et avec n'importe qui aujourd'hui? Ben là, je me souviens plus du passage. Si vous le retrouvez, je suis un peu curieux, mais bon, c'est sûr que l'existence ou la non-existence des chambres à gaz, ça me semble pas être un sujet de conversation vraiment intéressant. Il y a toute une question aujourd'hui sur la liberté d'expression qui est un peu souvent mal posée. En tout cas, on ne peut pas poser cette question-là si on ne pose pas la question aussi de la liberté de la presse, là, parce que c'est compliqué comment l'espace public est structuré. Mais moi, je suis résolument du côté de la liberté de l'esprit. Et donc, je pense que toute discussion qui est menée de bonne foi avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, ce qui n'exclut pas de pouvoir avoir un peu de mots d'esprit ou d'effet de manche pour le plaisir de la chose, mais qui est fondamentalement menée de bonne foi, puis qui essaie réellement de
comprendre la réalité est valide. Je pense qu'il faut les avoir, ces conversations-là. Non, je l'ai retrouvé ici. Euh, la droite radicale marche partout dans les pas de Rupert Murdoch et veut nous faire à Ah oui. croire que la libre concurrence des opinions, fût-elle frivole, est la seule qui vaille. Le grand remplacement? Débattons-en. Pétain aurait sauvé les Juifs? Regardons d'où vient cette idée. La dernière déclaration sulfureuse du populiste en vogue? Il faut en parler. Donc, vous donnez des exemples de sujets et c'est là Oui. que vous arrivez à la Ouais, question ben des ça, c'est chambres à gaz. important. C'est parce qu'il se passe quelque chose d'assez fascinant aujourd'hui. Puis Moi, ça, j'aime toutes sortes de discussions avec toutes sortes de personnes. ouais, mais Hein. là, on a une vraie discussion, Ouais, ouais, discussion ouais. sensée. Mais Non, j'ai reçu ici quelqu'un qui est banni de YouTube. Là. J'y est venu ici, là. On a parlé. Puis personne n'en est mort. non, ben, personne ne va en mourir. Mais dans le débat sur la liberté d'expression, il y a quelque chose d'un peu tordu qui se passe aujourd'hui, puis c'est à ça que je fais référence. C'est que Murdoch et compagnie, eux, ont décidé que tout débat public est une question de propagande. Et c'est ça que je réfute. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je comprends que quand on est dans l'espace public, on est dans le régime de l'opinion, puis si on est un esprit moindrement libéral, il faut accepter, tolérer, que ça parte un peu dans tous les sens, parce qu'on ne peut pas contrôler. On est pour la liberté de conscience. Et puis qu'on a tous des opinions à chaud, à vif, on se trompe. Moi, j'ai dit des conneries de temps en temps, même souvent. Tout le monde se trompe. Hein. On a des... Et donc, ça, pour ce qui est du régime d'opinion, ça va, mais en même temps, l'espace public, c'est une institution. C'est un ordre institué hein, par des règles, par communes, et qui repose sur une sorte d'optimisme anthropologique auquel on ne peut pas croire complètement, qui est une fiction, mais qui est de dire qu'il peut avoir un usage public de la raison. Mais qui décide qu'est-ce qui se dit Non, et qu'est-ce qui se dit pas? mais personne ne décide de qu'est-ce qui se dit puis qu'est-ce qui se dit Oui, pas. puisque Mais vous dites qu'il y a un ordre public, puis ben un oui, espace public, puis qu'il y a un c'est ordre, un donc il y a ordre. des règles. Ben oui, c'est clairement. Donc, Il y en a des règles. Il y en a en ce moment des règles. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de décence. Et et puis, ça c'est l'objet d'un débat. Mais c'est une discussion qu'on ne peut pas ne pas avoir. Dire la liberté, ça serait ne pas avoir ce débat-là, ne pas instituer l'ordre public. Ça veut dire, au fond, on rentre dans un régime du plus fort, puis ça veut dire que c'est Robert Murdoch qui décide ce qu'il y a dans l'espace public. Puis c'est Elon Musk qui achète X puis qui met ses algorithmes, c'est pour qu'on voit Elon Musk se popper à toutes les 5 minutes. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui arrive. Puis si l'espace public a été institué après-guerre, c'est parce que une des grandes, une des grandes inventions des années 20 et des années 30, c'est l'utilisation des médias de masse pour des raisons propagandistes. Ça a été utilisé par tout le monde. Ça a été utilisé aussi par Roosevelt. Roosevelt n'aurait pas été Roosevelt s'il n'avait pas fait ces discussions au coin du feu tous les dimanches à la radio. Il y a eu un avantage comparatif. vous l'aimez bien, Roosevelt? Je trouve ça un personnage intéressant. Vous le dénoncez pas? Je le dénonce. En même temps, c'est la première figure, c'est le premier empereur américain, si on veut. C'est lui qui fonde l'empire moderne américain. Il gagne la guerre, il sort de la guerre des États-Unis, il est mort, là, mais... Y a-t-il un sujet qui vous dérange, vous? Un sujet au Québec, là. Revenons au Québec. Mais moi, ce que je trouve important, c'est de dire on ne peut pas réduire l'espace public à un système de propagande. Ça, je refuse cette idée-là. Et c'est la position de Murdoch, de dire Radio-Canada, c'est un appareil idéologique, de toujours être en train de qualifier chaque média. Pour qu'il puisse avoir un espace public, il faut présumer du fait qu'on peut... il y a toujours des effets idéologiques, des valeurs et tout, et ça, c'est clair, mais il faut présumer que si les choses sont faites dans les formes, si le métier du journalisme est fait dans les formes, si la discussion est faite dans certaines formes, on va réussir à contraindre ces biais idéologiques-là pour arriver à rendre la compréhension qu'on a ensemble de notre situation politique plus claire. Si on dit que c'est juste des projections idéologiques, là, au fond, dans une politique de la brutalité qui mène à l'abrutissement. Et il y a vraiment une grosse poussée dans cette direction-là. Et puis ça, je trouve ça vraiment contestable. Ça. Après ça, moi, je suis assez libéral pour les discussions. Mais tu sais, il y a des sujets, on a tous des limites. Là. Et puis, c'est normal qu'on ait tous des limites. Mais tu sais, je pourrais pas avoir une discussion avec quelqu'un qui me dirait ayons un débat sur la question d'est-ce que les chambres de gaz ont existé ou pas. Parce que je sais ce que ça veut dire. Moi, je vais vous dire que Gobineau a raison. Il y a des races, il y a une hiérarchie des races. Je veux dire, je serais prêt à... Ça dépend du lieu où on parle. Là, il y a aussi je veux dire, lire Gobineau dans un cours d'université puis débattre des thèses dans un point de vue d'érudition scientifique, ça va. Là.
faire ce débat-là prime time sur les ondes de la télévision, je trouverais ça comme indécent. La théorie du grand remplacement, c'est une théorie paranoïaque, complotiste d'extrême droite. C'est pas quelque chose que. C'est pas quelque chose. Après ça, je comprends qu'on peut utiliser ça démagogiquement, puis n'importe qui. On peut débattre de l'immigration. Tout sujet. Je sais pas si ma réponse vous. Non, mais je sais, mais c'est parce que j'essaie de comprendre des fois. Finalement, c'est personnel. Mais c'est pas personnel. C'est il y a des. Ben là, Non, vous vous posez la question, c'est parce que je réponds. Là, vous m'avez demandé personnellement ce que. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je pense qu'il y a donc des vous êtes libéral. Il y a des critères objectifs quand même. Mais comment on fait pour déterminer? Parce que là, le cas des chambres à gaz, c'est un cas très particulier parce que c'est-à-dire qu'il y a une vérité. La voici. Bon. Ah, mais il y en a plein. Mais le grand remplacement, par exemple, moi, j'écoute beaucoup les médias en France, puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui disent, d'une part, c'est une théorie conspirationniste. Ben oui, c'est Renaud Camus qui le dit, c'est lui. Il n'y a pas photo là-dessus. Là. Non, mais il y a des gens qui... Je vais juste aller jusqu'au bout. Là. Il y a des gens qui disent, c'est une théorie conspirationniste, c'est une théorie voulant que des élites remplacent une population. Et là, Renaud Camus arrive et dit, non, j'ai jamais dit ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un remplacement de population. Ah, mais là, après, tu dis, est-ce qu'on croit celui qui a lancé l'idée ou est-ce qu'on croit ceux qui l'ont interprété? On croit ce qu'il a déjà dit. C'est ça? Il l'a déjà dit. Il a déjà dit quoi? Il l'a fait. Il a élaboré la théorie du grand remplacement. Là, je peux arriver avec la documentation. Je comprends. Vous allez me demander des preuves que je n'ai pas. Est-ce que ça vous fait mal de parler de ça, par exemple? Moi, je ne dis pas que j'y adhère, là, passant. Là. C'est juste, est-ce que ça vous fait mal de parler de ça? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous inquiète? Non, j'ai peur de... Non. Mais je vais être intransigeant avec des trucs. Je comprends. Mais vous êtes pas, ça vient pas vous toucher, là, puis vous n'êtes pas ultra sensible là, par rapport à ça. Non. Mais non, je veux pas. Non, il faut en parler. Il faut être capable de. Si je veux dire que c'est une théorie complotiste démente, il faut pas que je vais pas avoir peur de ça. Mais j'ai beaucoup peur. Il faut que le débat public porte sur des objets sur lesquels il faut pas que ça devienne un pur rapport de force. Parce que là, ça va devenir vraiment insupportable. Il faut débattre pour être capable de. Il faut avoir un tiers symbolique, il faut avoir un objet. Il faut avoir l'humilité d'être en train de parler de quelque chose. Moi, je déteste. Là, je change un peu de sujet parce que je ne suis pas en train de dire j'interdis ou pas, mais moi, ce que je trouve absolument déplorable, c'est quand on ne parle plus avec des personnes ou avec des idées, qu'on est face à des ordres de personnes qui enfilent les clichés, ou dont le discours est comme un éboulement de terrain, qui n'est pas fait pour du tout engager une conversation pour avoir un débat précis sur un sujet précis. C'est fait pour vous assommer puis vous écraser. Mais ça a toujours existé dans l'espace public. Mais là, aujourd'hui, ça commence à monter comme assez fort. Et c'est très difficile de débattre avec quelqu'un qui n'a pas d'objet réel dans son débat, à part la pure puissance argumentative de son discours. Parce que n'ayant pas d'objet réel hors de lui, il n'y a rien qui résiste à son discours. Qu'un corps qui est lancé dans le vide, s'il va vite, il va aller vite. Il n'y a rien qui va le ralentir. Quelqu'un qui est vraiment honnêtement en train d'essayer qui se soucie vraiment du monde dont il parle, et il va forcément ralentir dans sa conversation, puis il va forcément, par honnêteté, va prendre au sérieux les réfutations qu'on va lui faire. Donc, moi, il n'y a pas de sujet, mais il y a des discussions, des débats que je n'aurais pas, si je sens que ça repose sur l'hallucination entretenue ou la mauvaise foi. La haine est un cas limite. Oui, mais vous avez raison. La haine, la diffamation, et pour ça, le mensonge aussi, c'est pour ça que je dis la débattre des chambres à gaz, c'est un mensonge. Mais la raison pour laquelle je vous lançais sur la théorie du grand remplacement, c'est que quelqu'un pourrait vous dire, moi, vous savez, ce qui me choque, c'est pas ça, c'est quand j'entends quelqu'un me dire qu'une femme, soudainement, c'est quelqu'un qui s'identifie comme femme. Ça, pour moi, ça aussi, c'est une théorie littéralement sans aucune assise scientifique. Moi, je ne parle pas de ça. Alors, le plus simple, c'est de dire non. La première théorie, et l'autre sont des théories douteuses. On devrait être capable d'en parler. Ouais, il n'y a rien de blessant là-dedans. Non. Là, on touche, par exemple, à un autre élément qui... Moi, la malhonnêteté intellectuelle me rend fou. Puis l'indécence dans le débat public, qui me semble vraiment très répandue, me rend aussi fou. Puis là, vous allez me dire, qui êtes-vous pour décider de ce qui est décent puis pas décent? Mais là, je dois dire... Marc Fortier. Et j'ai raison. Et après, il y a
tout pouvoir vient avec une responsabilité qu'il faut exercer avec un peu d'humilité. Et puis la prise de parole dans l'espace public, c'est bon, ici, on est dans un podcast, on va dire c'est pas, c'est pas tout le monde en parle, mais c'est quand même, il y a une responsabilité. Pas encore, tout le monde en Ben, parle, peut-être, mais oui, peut-être. mais oui, mais oui. Donc, mais ce que je veux dire, peu importe l'étendue du pouvoir, il y a comme une responsabilité. Prendre la parole dans l'espace public, c'est une responsabilité. On a la responsabilité de ne pas être ennuyant, nanana. Mais et là, il y a des sujets, effectivement, moi, ça ne me rendrait pas mal à l'aise d'avoir un débat sur la théorie du genre, admettons, à l'université. Le lieu où on parle est très important, à l'université. Mais si on est dans un débat de contradictoire en 12 minutes, là, ça devient compliqué. Mhm. Parce que on peut avoir, là, vous avez évoqué la théorie ou du genre, l'explication, admettons, Judith Butler qui dit, on va aller vite, là, parce qui dit, en gros, c'est performatif. Si vous agissez comme une femme, vous êtes une femme. Oui, à peu près. Indépendamment de votre sexe, même si vous avez un sexe de mâle. Ça, c'est une théorie constructiviste, c'est une philosophie constructiviste. Fait que là, on peut avoir un désaccord sur une philosophie, c'est une théorie. On peut se dire, ben non, je veux dire, en philosophie, le constructivisme, indépendamment de Judith Butler, il y a du monde qui sont réalistes, qui sont contre. Il peut y avoir une discussion intellectuelle. Mais après ça, il y a des vraies personnes trans qui existent. Et si la théorie qui justifie le droit des trans à exister est fausse, ça ne veut pas dire que les trans sont pas... Vous comprenez? Ben oui, bien sûr. Et donc, il faut avoir... Il y a comme une responsabilité de la parole qui est importante. Donc ça, c'est un débat délicat parce qu'il y a des personnes qui sont dans une situation délicate, qui essaient de prendre leur place dans la société puis que ça crée des frictions, puis qui sont victimes à certains degrés, pas dans les grandes villes peut-être moins, mais qui peuvent être victimes de violence. Donc, il y a une délicatesse. Il y a des sujets, je vais en prendre un complètement plus large, l'immigration. Pour moi, c'est un sujet sociologiquement important, l'immigration. Je pense, sociologiquement, là, froidement, cliniquement, anthropologiquement, c'est que l'accueil de personnes, c'est jamais quelque chose de simple pour une société. Puis que même l'Amérique du Nord, qui n'est qu'une terre d'immigration, il y a eu des périodes où il y a eu, au début, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus d'immigrants qu'aujourd'hui. C'était genre presque le tiers, 40% de la population presque qui est arrivée. Ouais, elle venait de différents pays, là, par contre. Oui. Ouais. Et donc, c'est jamais simple l'accueil. Mhm. C'est un enjeu d'intégration. Ça change la société. Mais c'est un sujet qui peut susciter beaucoup de haine, beaucoup de peur. Donc, on ne peut pas faire de débat. Moi, là, vous me demandez mes limites. Moi, je suis prêt à avoir des débats sur l'immigration n'importe quand. Je pense que c'est un sujet politique. Mais là, je suis très, très, très rapidement fâché par la démagogie sur ce sujet-là. Parce que on sait où ça mène, la démagogie sur ce sujet-là. Ça mène à la peur puis la haine. Donc, il faut trouver une voie pour en parler. Puis, on ne peut pas être toujours en train de... Et donc, c'est une responsabilité. Fait que moi, je ne vous dirais jamais, il ne faut pas avoir de débat sur l'immigration. Oui, mais vous privilégiez certains forums. Vous privilégiez certains... à chaque sujet, peut-être son forum. Mais si vous voulez avoir un débat sur la théorie... c'est quoi l'espèce d'obsession de la droite aux États-Unis? Vous avez cité le Black Lives Matter, le truc sur le racisme, là, j'ai un trou de mémoire, la théorie critique de la race, admettons. Ah, OK. Oui. Bon, ça, c'est devenu comme une sorte de chiffon rouge, que les conservateurs ont agité après Black Lives Matter. C'est le racisme anti-blanc. Toutes sortes de trucs de même. Ce débat-là, je trouve que c'est de la merde, pour parler, dit de même. Mais la théorie raciste, la théorie critique de la race, qui est une construction universitaire, si on va en débattre à l'université, on peut en débattre. Je ne l'ai pas lu assez, mais j'aurais sûrement des points de désaccord. Je dirais. Puis, par contre, je vous écoute. Puis, mais dans un débat public avec un républicain hystérique qui me dit c'est du racisme anti-blanc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme. Mais l'ennui, alors. Je veux dire, c'est le problème, mais j'espère que vous l'aurez, vous aussi, aperçu, c'est que s'il y a des sujets, parce que c'est délicat, parce qu'il touche aux consciences de certaines personnes, à l'existence même à l'identité de certaines personnes. S'il y a des débats, parce qu'ils sont délicats, qu'on ne peut pas tenir à la télé, par exemple, parce que le temps presse. Mais on ne peut pas les tenir n'importe comment, c'est juste ça que je dis. Mais vous aviez aussi parlé de 12 minutes tantôt, donc il y avait aussi cette idée là, que peut-être qu'à la télé, le format ne le permet pas. Mais l'ennui, je pense que vous me voyez venir, c'est que ces enjeux-là, on en parle à certains endroits et seulement à certains endroits, et on revient au début de la conversation, là où j'essayais de comprendre qu'est-ce qui avait
produit le Trumpisme. Et vous aviez raison de dire Trump. Ouais. Non, mais je pense que le premier responsable, effectivement, c'est lui-même. Mais il n'y a pas ça. Il y a pas. Dans cet intellectualisme, dans cette façon peut-être bien intentionnée de dire il y a certains sujets dont il faut parler à certains endroits d'une certaine façon, Non. le germe de l'approche du prochain Non, Trumpisme. moi, je pense qu'il c'est prendre le problème à l'envers. C'est que Trump a découvert des personnes qui n'étaient pas fortes, mais qui emmenaient large dans l'espace public. Puis il s'est dit, si je les frappe, ceux-là, ils ne seront pas capables de se défendre, puis ça va me rapporter des votes. Ça, c'est ce qui se passe politiquement pour vrai. Mais moi, c'est le emmène large qui m'intéresse. Oui, ils emmènent large parce que c'est des personnes qui ont des postes dans des profs d'université. Ils font partie de l'élite. Ils ont, je veux dire, ils font partie de l'élite managériale. Je veux dire, quand on lit Deneen, que je suis en train de lire, l'intellectuel de droite américain, lui, l'élite, elle arrête à la classe moyenne supérieure. C'est un peu risible parce qu'il y a du monde pas mal plus puissant que ça dans la société. Mais si on prend cette élite-là, ça fait quand même partie de l'élite. Puis elle emmène large culturellement dans ce milieu-là, mais elle n'est pas forte politiquement. Elle n'a pas vraiment de pouvoir. Fait que c'est vraiment une cible parfaite. Et elle fait OK, c'est facile d'aller faire ça, de dire à l'ouvrier en Virginie occidentale ou au Mississippi ou je ne sais pas trop où, en Ohio, où est-ce qu'il faut absolument gagner les élections, qu'ils vous disent comment baiser, comment manger, comment. Puis ils sont 12 ennemis, détestez-les. Mais mais moi, ce que je dis, c'est à ces personnes-là, c'est vous défendez peut-être des valeurs qui m'apparaissent importantes pour la démocratie, mais vous avez vraiment si c'est si facile que ça de vous détester, puis que c'est si facile que ça de vous liquider, parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que vous avez probablement oublié d'où venait votre position sociale dans la société, puis qu'est-ce qui lui donnait réellement une légitimité. C'est qu'il faut rendre à la société quelque chose qui semble qu'on ne rend plus. Mais politiquement, Trump n'est pas élu parce qu'eux, ils se trompent. Il est élu parce que c'est vraiment des faibles faciles à détruire. Qui avaient beaucoup de pouvoir et qui en ont. Qui avaient beaucoup de pouvoir symbolique. C'est quand même important. Mais ils étaient au pouvoir aussi. Hein. Trump a battu Biden, là, quand même. Ah oui, mais sauf que Biden, c'est pas un woke, là, Biden. Non, mais moi, en passant le mot woke, je pense même pas l'avoir utilisé une fois. J'ai hâte de me réécouter. Non, c'est moi qui l'utilise, c'est juste parce que c'est la façon... mais vous le mettez même des fois dans ma bouche, ça m'étonne. Ah, excusez-moi, c'est juste pour... C'est des raccourcis. Je l'utilise même pas dans le livre. Mais il a battu Biden parce que là, il a battu les démocrates qui représentent une autre... Là, on est dans une guerre dans... Non, mais c'est correct, on ne s'entend pas sur... Il y a une chose qui nous rassemble, c'est-à-dire, je pense que c'est juste le gros bon sens. On explique Trump d'abord par Trump, mais j'ai quand même, je pense, un œil peut-être, j'allais dire plus attentif, ce serait peut-être injuste, mais moi, je me concentre sur ce à quoi il répondait. Mais il y a des problèmes. Je veux dire, aux États-Unis, par exemple... ceux qui habitent le long de la frontière aux États-Unis, du Mexique, où tous les immigrants qui arrivent passent, c'est sûr que c'est une ferme, puis que tous les jours, tu vois des gens à moitié morts qui passent. L'idée d'un mur peut te sembler être une bonne... Pas si folle que ça. Pas si folle que ça. Donc, Trump joue là-dessus. Mais sauf que là, la réponse de Trump à ça, c'est d'envoyer l'armée dans la rue puis de terroriser la population américaine. Puis Stephen Miller, qui est son responsable de la politique intérieure, puis que Steve Bannon a dit, au fond, c'est le premier ministre de Trump. C'est une fonction qui n'existe pas aux États-Unis, mais c'est pour dire qu'il emmène très large. Et lui, c'est un raciste. Je veux dire, c'est pas une personnalité décente, selon moi. Et donc, là, il y a un paradoxe qui est de dire on pourrait s'entendre sur le fait qu'il faut avoir une société civilisée puis qu'il y a un affaiblissement des institutions, ce qui est un peu le discours de droite. Mais là, vous mettez toutes vos billes sur une bande de bandits crapuleuses, dégénérés, qui sont en train de partir avec le trésor public. Mais c'est le grand drame du bipartisme. Mais non, mais là, on parle pas plus du bipartisme. Là. Ben, c'est parce qu'il faut quand même rappeler, puis je veux dire, on commence un peu à tourner en rond, mais je veux dire, il faut quand même rappeler que les Américains avaient le choix entre d'abord Joe Biden. Jusqu'à très longtemps, ça a été Joe Biden ou Trump. Oui. Ensuite, ils ont allumé. Oui. Ils ont nommé quelqu'un qui avait très peu d'idées. On ne refera pas l'histoire de la campagne électorale, mais elle avait très peu d'idées. Non, mais c'est un choix toujours entre deux.
c'est ça qui justifie beaucoup, de par beaucoup. Peut-être que l'alternative est ennuyante, puis ça, c'est une question Non, mais qui est... c'était même pas une vraie alternative parce que c'était la vice-présidente de celui qui avait été au pouvoir pendant 4 ans. Donc, c'était même pas une vraie alternative. On ne refera pas l'histoire de la, de Non, la- non, de la non, 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 campagne, c'est mais clair, mais c'est juste que là, ce que je suis en train de dire, c'est que les raisons pour lesquelles Trump est populaire ou les intentions, ce qui est visé, puisque la réalité va donner, il y a un écart monstrueux. bien On sûr. veut la civilisation, on se retrouve avec des brutes dans la rue qui arrêtent tout le monde. Puis des gens indécents au pouvoir qui volent tout le monde. Ça, je sais pas. Mais je veux dire, Ben là, je sais pas. je sais Hein, pas, je sais pas, je sais pas. je veux dire, regardez ce qui se passe. Là, Vous savez plus de choses que moi, peut-être. Moi, je ben, sais c'est pas. public, là. Il faut juste regarder. Je veux dire, relire le New York Times, c'est pas compliqué. L'article est très, très cool. C'est la difficulté un peu à lire le New York Times Non, depuis mais là, quelques années. Là. mais non, mais le dossier sur OK. les détournements de fonds, je veux dire, on le voit, là, il monnaie tout. Mhm. Il respecte aucune séparation du pouvoir, il instrumentalise la justice, il poursuit ses adversaires. Il a poursuivi un journal en Iowa, je pense, parce qu'il n'avait pas passé un sondage qui lui était favorable. Il vend son pouvoir au plus offrant. Je veux dire, c'est une corruption, tu sais, au sens aristotélicien puis au sens purement criminel du terme de l'appareil d'État américain. Et il vend à Palantir de Peter Thiel. Tu sais. Je veux dire, Peter Thiel, Peter Thiel, J.D. Vance existe à cause de Peter Thiel. Il a donné 17 millions à sa campagne électorale pour devenir sénateur. Puis J.D. Vance se présente comme un représentant de l'Amérique industrielle, puis Peter Thiel, c'est la Silicon Valley. Je veux dire, il n'y a rien qui marche dans cette affaire-là. Là. Mais je vous pose quand même la question, histoire qu'on s'arrête de la bonne ou de la mauvaise façon. Est-ce que, quelque part en vous, d'une façon ou d'une autre, vous réussissez à trouver un petit feu qui ressemble à de l'espoir? Ouais, moi, je ne suis pas désespéré. Je pense que c'est dans des situations tendues comme ça que les gens cherchent, les solutions vont apparaître d'elles-mêmes. Là. J'ai comme une confiance dans la réalité. Je ne suis pas un optimiste là, anthropologique qui pense que l'humanité s'en marche de manière irrémédiable vers le progrès. Mais je pense que là, tout le monde est obligé de se mettre à penser puis à agir. On va voir c'est qui a du courage, puis c'est qui a du cœur. Puis il va falloir trouver effectivement des passerelles, parce que là, ça ne peut pas être juste la situation politique dans laquelle on se trouve, selon moi, va exiger des solutions transpartisanes. Parce que si on voit ça juste comme une partie entre le Canadien et le Nordique, si on voit si tous les débats sont juste oppositionnels, mais là, on va perdre confiance dans la réalité politique puis institutionnelle. Puis cette perte de confiance-là, ben, c'est précisément ça le fascisme. Plus canadien ou plus nordique? Mais moi, j'ai été nordique toute ma vie, mais il Ouais. n'existe plus. Donc, j'ai eu une conversion au canadien lente et douloureuse. Et je dois dire qu'ils perdent depuis que je prends. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez foutu là? Je porte la guigne, je pense, parce que les Nordiques ne gagnaient pas beaucoup non plus. Je viens Non, de Québec. Ils ont eu peu de temps. Hein? Ils ont eu peu de temps. Ils ont eu peu de temps. Mais quand j'étais jeune, Ça y allait vers là. je détestais les Canadiens. C'est très étonnant que je prenne pour eux aujourd'hui. Ah, ben, c'est une métamorphose. Merci beaucoup d'avoir Ça été m'a là, fait Marc plaisir. Fortier. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Premièrement, vous pouvez le faire gratuitement, donc vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez, vous commentez. Si vous voulez nous soutenir financièrement, ben, c'est un marché qu'on fait avec vous. Vous pouvez vous abonner sur Patreon, le lien est dans la description. Sinon, vous avez rejoindre, se joindre, vous pesez là-dessus. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance, ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. À chaque 3 mois, on sort un épisode qui est exclusif pendant 3 mois aux abonnés payants. Et nouvellement, on offre aussi la possibilité aux abonnés exclusifs d'assister à l'enregistrement de certains épisodes. Donc, c'est un marché conclu peut-être. Allez, à mardi prochain.